C'est-à-dire qu'il a reçu un appel de son père. Tu sais que j'ai une maladie, elle est incurable, je ne peux pas me soigner, donc je souhaite mettre fin à ma vie. Il entend la détonation et en fait, l'histoire dira que son père appelait son fils pour se donner la mort en direct. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité, c'est Baptiste Girardet. Il est nettoyeur de scènes de crime. Métier extraordinaire. On n'a pas l'habitude d'entendre des nettoyeurs de scènes de crime raconter ce qu'ils ont vu de plus improbable. En tout cas, tous les mercredis, vendredis et dimanches, on vous propose 3 interviews documentaires sur la chaîne. Continuez de vous abonner de plus en plus nombreux sur notre chaîne YouTube. Vous êtes entre 100 et 150 000 à nous rejoindre chaque mois. Donc, merci à vous tous. Et pareil pour les podcasts audio, on est dispo sur Spotify, Deezer et Apple Podcasts. On est numéro 1 des podcasts, donc merci 1000 fois d'être là de plus en plus nombreux. Je voulais remercier MyHeritage, qui est le site numéro 1 sur la généalogie. C'est-à-dire que vous pouvez faire votre arbre généalogique très facilement en mettant tout simplement les noms et prénoms, avec si vous avez les dates de mariage aussi, et lieu de naissance de vos parents, de vos grands-parents. Il y a en plus dispo 20 milliards de documents dessus. Ça vous permet de savoir si vous avez des ancêtres. On peut remonter du coup très très loin jusqu'au Moyen-Âge, etc. Vous pourrez savoir si vous avez des ancêtres qui étaient chevaliers, qui étaient, je sais pas, qui avaient des vies héroïques, ou alors qui étaient paysans, qui cultivaient la terre. Vous pourrez connaître d'où vous venez, et vos ancêtres. C'est vraiment génial à faire. Sébastien, tu l'as fait. Oui. T'as réussi à remonter loin ou pas ? Alors du côté paternel, je suis remonté un petit peu, assez loin, parce que depuis des siècles maintenant, ils sont tous agriculteurs, paysans. Donc je suis retombé sur un document que j'ai là, hein. Gaspard Sigaud, décédé, c'était mon arrière-grand-père. 5 générations. 5 grands-pères, donc 5 générations. Et donc lui était garde champêtre, donc je suis remonté jusqu'à lui. Donc assez phénoménal de voir des documents de cette époque-là, tu vois, scannés, numérisés comme il pouvait à l'époque, en latin, en français. Et il habitait dans le même village que toi ? Dans le même village. Ça n'a jamais bougé depuis à peu près 400 ans, depuis avant la Révolution française. C'est fou, quoi. Ouais. Tu vois l'adresse ? Alors tu vois l'adresse, tu vois, comme il n'y a pas de numéro de rue et que les rues ne sont pas encore totalement définies à cette époque-là, tu as des secteurs. Donc moi, c'est le secteur A Capella, donc La Chapelle. C'est en italien à l'époque. Ah, c'est incroyable. Et il y a des photos ou pas avec ? Je suis tombé sur 1 ou 2 photos, mais qui n'étaient pas en bonne qualité, assez anciennes. Je reconnais quasiment pas même les visages. J'ai vu qu'il y avait un outil d'IA que j'ai pas encore testé, mais que je vais essayer pour animer les photos, les coloriser. Enfin, il y a plein de possibilités donc à tester, voir si les améliorer la qualité. Voir si ça peut les améliorer ou pas, quoi. Et il y a un truc qui s'appelle Instant Discovery, pour terminer, oui. qui est assez intéressant. C'est un outil pour aller encore plus vite. Oui, j'ai testé. En fait, c'est que si tu as quelqu'un de ta famille qui a fait un arbre généalogique sur MyHeritage, en fait, tu peux le connecter directement et en fait, tu remontes plus vite parce que tu as son travail qui est lié au tien et tu remontes beaucoup plus vite dans ton arbre généalogique. Ça, c'est MyHeritage. Je voulais essayer. Voilà, c'est un site de généalogie. C'est vraiment stylé de savoir, je trouve, comment s'appelait son arrière-arrière-grand-père, ce qu'il faisait, là où il habitait. Je trouve ça génial. Si vous habitez dans un village, savoir à quelle maison, quand vous passerez devant, il habitait. Je trouve ça fou. Il y a un lien en cliquable sous notre vidéo YouTube. Et si vous êtes en podcast audio, dans la description du podcast audio, vous avez un lien et c'est gratuit pendant 14 jours d'essai. Donc, comme ça, vous pouvez vous entraîner, essayer, voir ce que vous avez trouvé. Voilà, c'est vraiment génial. Donc, c'est pour ça qu'on l'a fait. Moi, je m'étais vraiment inscrit moi-même il y a 2-3 ans, Sébastien aussi. Donc voilà, vous pouvez y aller en cliquable sous la vidéo. Et là, c'est parti avec Baptiste Girardet, qui est nettoyeur de scènes de crime sur Légende. On y va. Salut, c'est Baptiste chez Légende. Je suis nettoyeur de scènes de crime. Bienvenue Baptiste. Merci. Il a fait du premier coup, le clap. Parfois, il y en a qui le refont 2 fois. Et là, bravo. L'huile de ses doigts. Content de t'avoir parmi nous. Et tu as un métier assez extraordinaire et on aime bien essayer de vous présenter sur Légende des gens qui ont des métiers ou des vies assez étonnantes. Alors, tu es nettoyeur de scènes de crime, mais pas que. C'est-à-dire que toi, tu ne les appelles pas déjà des scènes de crime. Tu fais aussi les morts violentes, c'est-à-dire ça peut être suicide, ça peut être des gens qui sont décédés depuis longtemps quelque part. Tu as une boîte qui est unique en France ? Oui, c'est ça. En fait, alors nettoyeur scène de crime, effectivement, ça fait partie du panel de mon métier. Mais ça ne se réduit pas à nettoyeur de scène de crime. C'est-à-dire qu'on intervient techniquement pour nettoyer après un crime, ok, après un suicide et après ce qu'on appelle, nous, les morts tardives. Donc les gens qui meurent naturellement chez eux, mais dont les conséquences du décès méritent un nettoyage technique. Tu as ramené des photos, on n'imagine pas. Hein. Franchement, il y a des gens solides dans les équipes là. Tu les as vus tout à l'heure, il y en a qui sont sortis du bureau, ils ont dit « Oh là, c'est quoi ces photos ?» Et c'est quand même un peu inhumain ton métier. C'est quand même, faut être solide, plus pour pouvoir tenir là-dessus. Tu as fait une association, on en reparlera tout à l'heure, mais pour vous présenter quand même Baptiste en quelques lignes, tu as fait une association qui s'appelle Sang Froid, il y a 8 ans. Tu vas nous expliquer pourquoi tout à l'heure, pour essayer d'aider un peu des familles, parfois sur les frais, les coûts de tout ça.
Donc ta société s'appelle SFIAS. Qu'est-ce que ça veut dire SFIAS ? En fait, c'est un acronyme, Service français d'intervention après sinistre, où j'ai choisi. Donc le sinistre, c'est aussi le décès. On fait pas que le décès, même si on est hyper spécialiste dans ce domaine-là. Mais le sinistre peut être un incendie, un dégât des eaux. Et j'ai voulu l'icône de cette société avec un chevalier, le blason, qui protège finalement les familles. Donc nous, on va nettoyer pour protéger les familles à leur place finalement. Le côté bleu, blanc, rouge, parce que dans liberté, égalité, fraternité de la devise française, on a le côté égalité. Et moi, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est que partout en France, les gens ne sont pas égaux face à la mort, et notamment la mort violente. Et on y reviendra avec l'association. Tu as été sapeur-pompier de Paris pendant 11 ans. Après, tu as intégré la police scientifique, qui est un secteur de la police nationale, mais toi, tu es en police scientifique pendant plus de 2 ans. Donc, tu as appris un peu des techniques, mais tu me l'as dit, et tu l'as dit aussi en préparant l'émission, on ne se prépare pas à ce métier. Il n'y a pas vraiment de formation, finalement, pour nettoyer ces scènes-là. Et tu dis un autre truc aussi qui m'a marqué. Tu dis, je n'aime pas mon métier. Voilà, tout à fait. Donc j'ai été 11 ans sapeur-pompier de Paris. D'ailleurs, ma dernière affectation est pas très loin du studio dans le 17e arrondissement de Paris. Après, j'ai fait le choix de passer un concours qui m'a amené à être criminalisticien de sécurité intérieure. C'est en fait agent spécialisé de police technique scientifique, où notre travail au quotidien, c'est de manifester la vérité pour les enquêteurs, les magistrats, les juges d'instruction. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ton métier ? Et dans mon métier actuel, depuis 8 ans, donc, nettoyeur de scènes de crime et nettoyeur de sites traumatiques, en fait, c'est comme ça qu'on l'appelle plus largement, pour traiter les suicides, les morts violentes et les personnes en mort tardive, donc les gens qui sont naturellement décédés chez eux, mais qu'on découvre très tardivement. On se lève pas le matin avec un rectus et en se disant je vais nettoyer du sang. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai mis à la porte un salarié qui se plaisait à nettoyer. C'est-à-dire qu'on voyait qu'il trouvait une certaine satisfaction dans le nettoyage d'un mur à Boulogne-Billancourt, je m'en souviens encore. Et je lui ai dit que ça n'allait pas pouvoir continuer ainsi parce qu'on peut pas, à mon sens, on ne peut pas trouver de plaisir dans ce métier-là. Le métier m'a choisi, moi, en fait. C'est une mission de vie. Et en fait, si je fais ce métier, si on prend les odeurs visuellement, des choses très impactantes psychologiquement, c'est pour l'éviter à d'autres. J'en parle en connaissance de cause, puisque ces images et ces odeurs, moi, je les ai prises en pleine figure en 2003, lors de la canicule, en découvrant les restes humains de mon grand-oncle dans un appartement parisien. Donc si je fais ce métier aujourd'hui, c'est pour que ça serve à d'autres. Je propose tout naturellement tout ce dont j'ai pu manquer en 2003 du haut de mes 20 ans. On va en parler dans 2 secondes, si tu veux bien. On va revenir sur la canicule, juste pour comprendre, enfance, adolescence. Ton père est plâtrier, ta mère secrétaire comptable, rien à voir avec tous les métiers même de la police, pompier ou quoi, rien à voir. T'as une enfance plutôt normale ? Oui. Après, tu pars à l'âge de 16 ans, tu vas rejoindre les pompiers volontaires de ta ville, donc le jour de ton anniversaire. Et c'est à la suite d'un événement dramatique. C'est là que ça bascule un peu. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Pourquoi tu vas chez les pompiers ? Pourquoi tu as envie d'y aller ? En fait, mon parcours de vie, c'est à la fois de la cohérence, à la fois je me bats avec mes armes, qui sont toujours contre l'injustice. Donc, tu viens de l'évoquer, du haut de mes 16 ans, je vais avec mes parents, n'ayant pas le permis de conduire, à l'anniversaire d'un oncle que j'affectionne énormément, qui est le mari de la sœur de ma mère, et on fête en famille, une centaine de personnes dans une salle des fêtes, son 50e anniversaire. On est les derniers à partir de la salle des fêtes. Je le revois encore tourner à double tour la clé de la salle des fêtes. Il part de son côté seul à bord de son 4x4 et moi je repars avec mes parents. Je suis réveillé au petit matin par mes parents en disant Daniel, en rentrant de l'anniversaire, a eu un accident, il est décédé. Les bras m'en tombent. Oui. C'est vrai que c'est quelqu'un qui était un petit peu marginal, qui était un petit peu contre les lois. Donc, par exemple, il ne mettait jamais sa ceinture parce qu'il se sentait en sécurité dans son 4x4. Ce qui, avec le recul, aujourd'hui, l'aura tué. Puisqu'en se retournant, en faisant des retournements, ce qu'on appelle communément des tonneaux, avec un véhicule très lourd, il finit par décéder avec un impact notamment sur la tête. Moi, croyant révolutionner le monde du haut de mes 16 ans, je dis qu'est-ce que je peux faire pour que ça n'arrive pas aux autres finalement, puisque Daniel est décédé, donc qu'est-ce que je peux faire d'autre ou de mieux ? Et donc j'intègre le 21 juillet 1998, le jour de mes 16 ans, avec une autorisation parentale, le fait d'être sapeur-pompier volontaire, donc d'avoir une activité de pompier en dehors des études ou d'un travail. C'est quoi le rapport avec la lutte contre l'injustice ?
Le fait de pas mettre sa ceinture, tu dis, je lutte contre les injustices aux pompiers et tout ça. J'ai connu beaucoup de décès dans ma famille ou à travers des proches ou des amis que j'ai pu rencontrer, soit pour beaucoup d'entre eux d'ailleurs, qui ont dû mettre fin à un calvaire qu'ils vivaient, pour reprendre leur terme. Donc, ils se sont donné la mort. Je ne trouve pas que ça soit forcément juste, même si c'est leur choix, il leur appartient et pas de jugement là-dessus. Mais il y a, comme les accidents de la route, je me souviens encore la une du lendemain de la mort de mon grand-oncle. C'est une voiture qui fonce dans une moissonneuse-batteuse. La voiture est complètement détruite. La personne s'en sort avec une égratignure. C'est un peu ce côté-là. Je ne souhaitais pas que la personne qui avait accidenté la moissonneuse-batteuse ait plus de dégâts corporels que cela. Je me dis, bon, finalement, mon oncle a fait quelques tonneaux et y a laissé la vie. C'est le côté pour moi injuste, voilà, tout simplement. Après, en 2003, tu as 20 ans. Tu vas devenir pompier de Paris. C'est-à-dire quoi la différence? C'est que tu vas être rémunéré cette fois? Je vais être rémunéré en étant sapeur-pompier de Paris, effectivement. Et le statut de pompier de Paris, c'est un statut qui est militaire par rapport à des pompiers de Bordeaux. Ça n'a rien à voir avec les marins-pompiers? Non, du tout. Les marins-pompiers sont aussi militaires, mais dans la marine nationale, alors que les pompiers de Paris appartiennent à l'arme du génie, l'armée de terre. D'accord. Tu avais envisagé de faire des études d'architecte, tu vas devenir donc pompier. Tu commences et quelques mois plus tard, c'est la canicule, c'est ça? C'est là qu'il va se passer le drame avec ton oncle? Oui, c'est ça. J'intègre les pompiers de Paris en mars 2003. On est ce qu'on appelle ventilé. On va dans les compagnies d'incendie, donc dans les casernes où il y a les camions de pompiers qui partent en intervention. C'était la grosse canicule 2003. C'était là où il y a eu la canicule. Juillet-août décès 2003. C'était quoi? C'était les gens âgés qui décédaient quand il faisait chaud? Oui, puisque les pathologies, les gens qui étaient en problème de santé, facteurs de chaleur faibles, eh bien, on a une hausse de la mortalité qui était très très importante. Et là, c'est là où, pourtant, on avait fêté les 70 ans de mon grand-oncle une semaine avant sa découverte. Donc, on voit à la fois que la dégradation du corps est allée très très vite, et puis on ne pouvait pas présager, nous, une semaine avant, que notre grand-oncle allait décéder. Mais c'est toi qui y vas? C'est moi qui y vais dans son appartement parisien. En tant que pompier? Non, en tant que famille. En tant que famille? Ouais, en tant que famille. J'ai un commissariat de quartier de Paris qui m'appelle en disant est-ce que vous pouvez venir à la morgue pour le reconnaître? Il faut savoir que quand on est découvert chez soi, l'enveloppe corporelle est dégradée, on a le corps humain qui se dégrade, justement avec les aléas climatiques, les fortes chaleurs. Et il faut savoir que j'ai reconnu juste à sa montre gousset, puisque le corps peut être dégradé d'une telle manière qu'on ne peut même pas attribuer un sexe à la personne, pour se donner une idée. C'est-à-dire, on ne peut pas déconnaître si c'est une femme ou un homme dans une morgue quand quelqu'un a séjourné, on appelle ça les putréfiés, des gens qu'on pourrit finalement. On ne peut même pas voir la différence entre un homme et une femme? Non, dans certains cas, non. Au bout de combien de temps? C'est des aléas. Vraiment, c'est en fonction de la température, ça peut être en fonction de la caractéristique médicale. Pour les alcooliques ou les diabétiques, ils ont une dégradation du corps qui est beaucoup plus rapide que le reste des gens. Pourquoi? La philosophie, la physiologie plutôt du corps humain, ce qui se passe entre le sang, les sucres, les graisses, ça c'est ce qui va intervenir dans la décomposition des intestins du corps tout entier. Waouh. Il faut savoir que 2 heures après l'arrêt de ton cœur, au-dessus de la fosse iliaque, donc au-dessus du bassin, côté droit, on a un petit point vert. Ensuite, il tourne comme un escargot. Ça commence par le côté, on va dire, biochimie de l'intestin. Et après, le corps finit par se dégrader avec l'arrivée des insectes. Mais c'est visible à l'extérieur? C'est visible, oui. C'est vrai? Ah oui, un point vert. Visible de l'extérieur sur la peau. Et ensuite, c'est comme un escargot, ça tourne et ça envahit finalement le corps entier en fonction de l'aléa des températures, des insectes. Putain. J'ai jamais entendu parler de ça. C'est vraiment un truc que j'ai jamais entendu parler. Mais c'est véridique. On l'apprend en police scientifique. Waouh. Ouais. Et donc tu peux savoir après au bout de combien de temps la personne est décédée? Alors, c'est en fonction de la température du corps versus la température de l'aléa, dans l'environnement dans lequel il est. Oui, ça dépend s'il fait chaud, si c'est humide, pas humide, ce qu'il a bouffé, j'imagine. Aussi. Un peu tout, quoi. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qu'on fera à l'autopsie, c'est que le médecin légiste ira dans le bol alimentaire, donc découper l'estomac pour voir le dernier repas. Et Philippe Boxo, embrasse. S'il y a des médicaments ou autres dans le bol alimentaire. Mais aussi, il y aura des indices comme les insectes. Les insectes ont un cycle. Donc la mouche vient pondre sur le cadavre dont elle vient se nourrir. Elle pond, donc c'est des œufs. Les œufs se transforment en asticots, en larves. Et ensuite, la larve donne de nouveau une mouche. Non mais là, on ne parle pas en heures, là, on parle en jours. En jours. C'est ça, c'est quand tu arrives sur une scène, tu peux savoir quand il y a eu de cycle de mouches mortes, en gros. Dans mon ancien métier, en police scientifique, c'est ce qu'on faisait avec le médecin légiste. Ouais, combien de temps ça vit, une mouche? Quelques jours. C'est très court? Oui, ça veut dire que sur une scène de décès, on va découvrir des milliers de mouches qui seront tombées au sol, puisqu'elles ont quelques jours de vie.
Donc elles vont tomber à l'endroit où elles ont pondu, où elles se sont nourries. Elles ne se nourrissent que de la chair qui est avariée, qui est nécrosée. D'ailleurs, un hôpital parisien qui utilisait les larves de ces insectes nécrophages dans les brûlures et les plaies, ce qu'on appelle les escarres chez les personnes âgées. Putain. Eh bien, on les mettait dans les plaies. Donc il faut s'imaginer quelqu'un de vivant qui est dans un hôpital avec des larves qui ne mangent que les tissus humains dégradés, putréfiés, qui sont morts, mais qui conservent la chair, on va dire, humaine fraîche, puisque ça ne les intéresse pas. Et on verra, après cette étude, que ces insectes-là sont beaucoup plus minutieux et précis qu'une main d'un chirurgien ou qu'une infirmière quand elle refait un pansement, où elle enlève la chair fraîche pour enlever le c'est des côté animaux précis. escarre. Voilà, donc pour dire que c'est précis. C'est vrai que ça mange de la viande. Les mouches, tu vois, quand tu fais un barbecue, elles sont toutes sur la... Eh bien, c'est sur la souvent ce que barbaque. je prends comme exemple, c'est que tu laisses une entrecôte à côté de ton barbecue. Si tu la laisses un peu trop au soleil, eh bien, tu vas avoir des mouches un peu métallisées, bleues ou vertes. Mouche à merde, quoi, finalement. Souvent, on les appelle les mouches à merde, mais en fait, ce sont des insectes nécrophages qui sont attirés en fait par les odeurs de rance, de putréfiés. C'est le cycle de la vie. Le cycle de la vie. Ils mangent, et puis après, ils meurent, et puis voilà. C'est ça. Et quand on arrive dans des appartements où il y a eu beaucoup d'insectes, ça veut dire que le cadavre en fait, a séjourné beaucoup de temps, hein, très, très souvent. Eh bien, pour donner l'impression à ceux qui nous écoutent, c'est comme si tu marchais sur un sol où il y avait des chips. C'est-à-dire que ça craque sous ta semelle. C'est très caractéristique. Et ça, en tant que... Il y a plein de mouches mortes. Oui, c'est un tapis de mouches. Le sol est noir. Noir de mouches. C'est des milliers de Toi, mouches. tu dois en voir des belles choses, hein, putain. C'est chaud. On est accompagné, on est suivi par contre. C'est vrai Ouais. Parce que tu dois voir des trucs le soir. On va en parler après, on va y revenir sur la psychologie. Là, on est chez les pompiers, on est en 2003. C'est la canicule. Il y a beaucoup de gens qui décèdent. Tu en vois beaucoup, toi, en tant que pompier. Tu vas beaucoup chez les gens. C'est énorme, on fait ça plus d'une dizaine de fois par jour. Hein. J'étais à Boulogne-Billancourt, moi, à ce moment-là. On fait des dizaines et des dizaines d'interventions tous les jours où, sur une intervention, on va être au pied du bâtiment. On va voir des colonnes de mouches rentrer par la fenêtre. Comme tu verrais, je sais pas moi, de plein d'hirondelles dans la nature. Bon, bah là, tu vois des colonnes de mouches. Quasi un essaim. Un essaim d'oiseaux, mais Quasi un tu vois essaim. parfois des... Et d'ailleurs, je le dis quand je le peux aux services d'enquête, aux services d'ordre, police et gendarmerie, trop souvent, bon, ça sent le mort. Dans un habitat où quelqu'un est mort, ça sent le mort parce qu'il était dégradé, parce que voilà. Les services d'enquête, bien souvent, police, gendarmerie, pensent ouvrir la fenêtre en disant ça pue, ça sent mauvais. Ouvrons les fenêtres pour que ça sente meilleur. C'est comme si tu prenais un porte-voix à la fenêtre ouverte et que tu demandais aux milliers d'insectes, de mouches, de venir. Ah, waouh. C'est exactement ce que ça fait. Et ça fait non pas dégrader le corps plus vite, puisque le corps, ils s'en sont chargés et il est dans une morgue, sauf qu'il y a tous les restes humains du corps. Et c'est ce qu'il y a par terre. C'est ce qu'il y a par terre. On va regarder les photos après. Et c'est ce dont viennent se nourrir les insectes. Tu dis un être humain, je l'ai déjà vu mort, blessé, mais on ne m'a jamais appris ce que pouvait être un corps humain qui se décompose. Il y a des corps, on n'arrive pas à distinguer, du coup, tu me disais tout à l'heure, si c'est monsieur ou madame, on ne voit plus du tout, même au niveau du sexe, il n'y a plus de différence. Non, principalement, on va dire que les gens meurent nus sur les toilettes ou sur leur lit. Statistiquement, nous, c'est ce qu'on voit la majorité du temps. Donc, Pardon, il y a une raison. Alors très souvent sur les toilettes parce que c'est l'effort du matin pour aller à la selle pour des gens qui sont cardiaques ou qui sont âgés. Très souvent, oui, c'est vrai. Donc on a des prises en charge qui sont très souvent en tant que secouriste, pompier, c'est ce que je faisais. Et puis là, dans le métier que je fais, finalement, je nettoie ces lieux-là puisque les corps ne sont plus présents. Et le lit, c'est le dodo classique. Le lit, c'est le dodo, donc c'est au pied du lit ou sur le lit ou un canapé qui fait office de lit. Dans le sommeil, ouais, c'est ça. C'est la meilleure mort, ouais. Oui. Mourir dans son sommeil, c'est quand même le rêve de tout le monde, je crois. Sauf que si j'interviens derrière, ça veut dire qu'on a découvert la personne décédée très tardivement, ou alors elle a choisi de se donner la mort dans son lit. Auquel cas, nous, on va traiter que des morts de type violente. Voilà. Tu te souviens de la première fois où tu as intervenu? Est-ce que tu as eu des cauchemars après? Est-ce que tu as fait des cauchemars? Tu as été... Cauchemar, jamais. Ça m'a jamais empêché non plus de manger, que ça soit dans mes différents métiers, pompier de Paris, policier scientifique ou nettoyeur. Vraiment, moi, ce qui m'avait vraiment surpris, c'est que, oui, effectivement, en tant que pompier de Paris, on ne nous avait jamais formé, ne serait-ce qu'au contexte de la mort classique après un arrêt cardiaque. Tu tentes une manœuvre de réanimation pendant 1h30, et après, tu as la famille qui te regarde, et ça, on ne nous a jamais appris la confrontation, les mots, l'attitude, le savoir-être par rapport à ça. La canicule, c'est des dizaines de personnes décédées par jour, mais vraiment très, très dégradées,
donc vraiment des gens très souvent pourris, où nos fringues, nos tenues, notre uniforme, les équipements dans nos camions, on est obligé de les laver, de les désinfecter. Enfin, c'est quelque chose qui est horrible. Voire même dans certaines habitations, on peut même plus y aller tellement l'odeur est prégnante, tellement ça pue. Eh bien, on prend des appareils respiratoires qu'on utilise pour aller dans les incendies, dans les fumées, pour pouvoir respirer dans les appartements. Et ça, je me souviens de ça parce que ces appareils, ils étaient dans le camion et plusieurs jours durant, ça sentait le mort dans le camion de pompiers. Tu te mets pas du truc, la menthe, là, sous le nez, tu sais, Alors certains ont les réflexes que j'ai pu trouver en police scientifique parce qu'on était... pas pour rub et conneries. Ouais, carrément. On était assistant du médecin légiste et dans une morgue, généralement, ça sent la mort parce qu'ils ouvrent les corps qui sont traités, qui sont issus d'une mort violente. Et certains enquêteurs se mettaient effectivement de la menthe sous le nez ou pour sentir la menthe. On va prendre une gomme mentholée que tu peux utiliser au ski. Quand ils sont dans la morgue ou à l'autopsie, ils vont sentir la menthe. Cette gomme-là, s'ils l'utilisent au ski au mois de décembre, ils vont sentir l'odeur du cadavre qu'ils ont fait des mois avant. Ah, waouh! En fait, on a une odorothèque dans le cerveau, dans la tête. Pourquoi, si je te mets une banane sur la table, tu vas déjà te conditionner à dire ça va sentir la banane. D'ailleurs, il y en a qui en jouent, des pâtissiers qui en jouent avec des trompe-l'œil. Eh bien, on se souvient des odeurs. Et en fait, on a le nerf olfactif qui imprègne, qui enregistre cette odeur. Et si tu la dissimules sous une pâte mentholée, eh bien, le cerveau sera capable de te rappeler que la vraie odeur de cette menthe n'est pas la menthe, mais le cadavre. C'est un trompe-l'œil. C'est une des raisons pour lesquelles je n'utilise pas mes produits. Oui, c'est ça, un trompe-nez. Ouais, c'est un trompe-nez. J'utilise pas, moi, les produits nettoyants chez moi, par exemple. Parce que chez moi, ça ne sent pas la mort. Si j'utilise un produit que j'utilise dans mon activité, nettoyer, moi, je sentirais la mort, toi, tu sentirais l'eucalyptus. D'accord, waouh. Donc voilà, pour dire, c'est puissant. Pour parler de ton oncle, tu vas y aller seul, il nettoie avant. Comment ça se passe Tu disais que tu avais du mal à le reconnaître, à part sa montre. Il te laisse y aller seul, tu es accompagné par la police à l'époque, tu étais pompier. Donc est-ce que tu es accompagné par quelqu'un qui te prévient ou au contraire, il n'y a pas trop de process? Non, certes, j'étais pompier de Paris depuis des mois, mais là, c'est vraiment dans le cercle familial en fait que ça se passe, où le commissariat de quartier me dit, écoutez, on a une pile de dossiers comme ça, avec des cadavres, en veux-tu, en voilà, passez au commissariat, prendre les clés. Je perçois les clés au commissariat, et je vais au 2e étage sans ascenseur, rue de la Roquette, quartier Bastille à Paris. Je déverrouille la porte. Je sens déjà une odeur qui est nauséabonde sur le palier. Et je vois l'étiquette à sceller, découverte de cadavre, monsieur, donc le nom de famille et le prénom de mon grand-oncle. C'est très impactant psychologiquement. La date de découverte du cadavre. Et ensuite, je pousse la porte. Donc il faut savoir que c'est une étiquette à sceller, comme un crime, comme avec un scotch qu'on enlève. Donc ça, ce n'est pas aux familles de l'enlever. Je pénètre dans l'appartement et là, je vois des gants avec ce qu'aujourd'hui je sais, des flux d'humains, c'est-à-dire donc des gants vraiment dégueulasses, qui sont sur le sol en parquet de son appartement, avec la télé toujours allumée. Mais non. Face à la télé, il y avait un fauteuil sur lequel il est décédé. Et donc, il s'est vidé en fait sur son fauteuil. La matelassure du fauteuil n'a pas pu tout absorber, et donc on avait les flux d'humains sur le parquet. Par correction, j'appelle tout de suite le bailleur. Je dis voilà, je suis de la famille. Mon grand-oncle est décédé. Il me dit, vos affaires, je n'en ai rien à faire. Ça fait 40 ans qu'il paye le même loyer. Vous avez 10 jours pour tout virer, pour que je puisse augmenter le loyer. Et donc, moi, j'avais pas de famille sur Paris. Donc, je me rappelle encore du réfrigérateur que j'ai derrière mon dos avec une sangle descendu tout seul. Fait poser une benne sur un trottoir à Paris. Le réfrigérateur et tout le contenu du 2 pièces. Parce qu'il fallait le vider. Parce qu'il était décédé depuis longtemps? Il était décédé depuis une semaine, mon grand-oncle. Sauf qu'il fallait vider l'appartement pour le rendre au bailleur, pour qu'il puisse le relouer, quoi. Et donc, à 20 ans, n'étant pas du tout du secteur parisien, les autorisations pour poser une benne sur le trottoir, remplir cette benne de tout ce que contient ce logement. Un réfrigérateur, une gazinière, des grandes armoires, les fringues, les vêtements de mon grand-oncle. Et puis, ce qui reste, c'est la trace de son décès. Et là, je me rappellerai tout le temps, je vais en face, dans une supérette, et je prends des éponges, des gants à manchette, des détergents, des désinfectants, ce que je peux. Et je parviens jamais à enlever les taches sur le parquet, jamais. Pour l'histoire, et l'histoire vraie, je garde juste une caisse à outils en métal de mon grand-oncle. Je suis bricoleur, je garde que ça de lui. Il y avait un marteau dans cette caisse à outils, avec un manche en bois. Après 7 ans après son décès, j'ouvre la caisse en bois, le manche du marteau en bois sentait son odeur de mort. Mais non. Pour dire que c'est pas quelque chose qui peut se détruire naturellement.
Donc, j'ai tout de suite pris en compte qu'il y avait un réel métier, il y avait un manque qui n'existait pas en France. Et comment tu arrives à nettoyer ça? In fine, tu rends sale l'appart? Comment j'arrive à le nettoyer? Ça sent toujours la mort. L'appartement est débarrassé, mais après, je veux dire, je ne pouvais pas faire plus. Donc, sur le sol, on a une grande tache d'un parquet qui a imbibé les fluides de mon grand-oncle. Et ça s'arrête là, quoi. En 2004, un an plus tard, donc c'est quand même très court, tu vis ça, donc psychologiquement déjà, j'imagine, c'est pas facile à s'en remettre. Hein. Même si tu es habitué à voir des gens décédés avec le métier de pompier, quand c'est personnel... Quand c'est personnel, c'est pas la même chose. C'est notre approche. Tu vas prendre une deuxième nouvelle dramatique, c'est la femme de ton cousin, cette fois, qui va se donner la mort. C'est quelque chose qui t'a fait réfléchir, c'est pour comprendre le processus, le pourquoi, en fait, tu as créé cette société-là de nettoyage de scènes de crime. Est-ce que tu peux expliquer ce qui t'est arrivé là pour comprendre? Après, on va basculer sur la boîte. Oui, tout à fait. Mais encore une fois, c'est cohérent. J'étais toujours à la caserne de Boulogne-Billancourt et j'ai mon père qui m'appelle en disant Stéphanie est partie. Stéphanie, j'en connais qu'une dans la famille, c'est la femme de mon cousin qui était au demeurant dans la Marine nationale, marin. Comme Stéphanie d'ailleurs, comme son épouse. Et je dis, elle est partie. Elle me dit, elle s'est suicidée avec l'arme de chasse de ton cousin. Ok. Je m'assois. Nouvelle, voilà, c'est malheureusement pas le premier suicide dans la famille et ça ne sera pas le dernier avec les années qui ont suivi. Mais il dit, c'est pas tout. C'est pas tout. Elle est partie avec les enfants. Donc là, je fais tout de suite le rapprochement. Partie suicide avec les enfants. Donc elle les a tués. Il me dit oui, elle a pris le soin de les droguer pour les endormir avant, avec un cachet neuroleptique. Et en fait, elle tuera ses enfants avant de recharger l'arme qui avait 2 coups pour se donner elle-même la mort en prenant soin d'aller mettre les douilles à la poubelle. Donc les douilles, c'est ce qui reste dans le fusil. Et c'est mon cousin qui, avant de partir 6 mois en opération extérieure dans la marine, qui découvre ça en rentrant chez lui le soir, avec un mot sur la table de la cuisine en disant « Je suis parti avec les enfants ». C'est tout? C'est tout, en expliquant sur quelques lignes pourquoi elle avait fait son acte. Et il pensait à ce qu'elle soit partie, et puis qu'elle annonce un divorce, ou que... Bon, bref. Il rentre dans la première pièce et il voit sa femme allongée sur le dos avec son arme de chasse. Il comprend tout de suite un point au niveau du thorax. Il se retourne parce qu'il sentait une présence. Et en fait, il voit sa fille et son fils, âgés respectivement de 5 et 7 ans, tête bêche, sur le canapé, endormis. Bon, devant la violence du choc du suicide de leur mère, ils se sont évanouis. Et là, en les prenant dans ses bras et en leur faisant des baisers, il sent en fait sur ses lèvres que leur peau est tout à fait froide. Et c'est qu'après, il voit un aspect, une plaie dissimulée sous leur pyjama. Il voit bien que l'impact a eu lieu là, à bout touchant. Et il constate le décès de ses enfants. Donc il appelle tout de suite les gendarmes et les secours. Bon. Et ça c'est l'élément qui t'a frappé et qui a fait que tu as changé de carrière après? Oui, j'ai dit stop parce que j'avais déjà effectivement une certaine expérience professionnelle. Et là, j'ai dit, bon, il faut que j'aille plus loin. Qu'est-ce que je peux faire de plus en fait pour les autres? Il faut savoir que cette scène-là, c'est mon cousin avec ses proches qui l'a nettoyée. Lui-même, quoi. Enfin, ouais. C'est ça. Lui, en fait, par le message que lui avait donné son ex-femme, il se sentait quelque part responsable. Et d'ailleurs, je lui ai consacré l'épilogue dans mon livre témoignage. J'ai jamais parlé de cette histoire, jamais. Et c'est parce qu'il m'a donné l'autorisation il y a quelques mois que je l'intègre avec ses proches dans mon livre et que j'en parle aujourd'hui. En clair, je voulais pas en faire commerce, mais c'est réellement ce qui s'est passé dans notre famille. Et c'est ça que j'ai pris comme une mission de vie, parce que dans la campagne d'où je viens, dans le Doubs, à côté de Besançon, on veillait les morts à ce moment-là. Et tu sais, quand tu vois arriver 2 corbillards pour une seule famille, ça fait beaucoup. Quand tu vois arriver un corbillard avec un cercueil adulte et un autre corbillard avec 2 cercueils enfants, des cercueils blancs, des tout petits cercueils, c'est pas humain. Ouais, bah oui. Et ces cercueils, il y en avait 3. Donc un enterrement où tu fais 3 membres de ta famille,
c'est indélébile. Eh bien, dans la salle à manger, on avait les 3 cercueils. Et là, j'ai dit non, ça, je peux pas l'empêcher. Mais ce que j'aurais pu empêcher, c'est d'intervenir à sa place. Et je ne faisais pas l'activité que je fais aujourd'hui. Et en fait, cette activité aujourd'hui, je le fais pour les autres. Pour ne pas qu'ils aient à se retrousser les manches, pour ne pas qu'ils aient à mettre leurs propres mains dans le propre sang de leur famille. C'est inhumain. Quand est-ce que la France va se réveiller ? Oui, il y a beaucoup de choses en termes de législation à faire avancer pour ne pas traumatiser en fait les membres d'une famille, pour leur éviter de voir ça. Enfin, c'est pas possible. Et voilà le sacerdoce en fait. Merci d'en parler en tout cas. Dans mon quotidien. C'est facile. Il n'y a pas d'autres sociétés de nettoyage qui sont habituées. Il y avait vraiment un vide là-dessus. Il y a un vide là-dessus parce que tu doutes bien que si j'avais pu éviter de nettoyer les restes humains ou débarrasser un appartement uniquement seul, je l'aurais évidemment fait pour me préserver psychologiquement, physiquement. Et ensuite, les gens, j'appelais des sociétés de nettoyage en fait classiques, qui me disaient non, on fait pas ça. Donc déjà, moi, je réfléchissais à créer quelque chose, mais il fallait que j'ai mon expérience de pompier de Paris. Et après, sur le phénomène de l'injustice, j'ai été ensuite policier scientifique, et là, c'est tous les jours. Donc là, tu quittes les pompiers pour la police scientifique. Après 11 ans. 11 ans, quand Après même. 11 ans, je quitte les pompiers de Paris, oui. T'es quand même formé, là. T'es érudit au bout de 11 ans. Oui, tout à fait, et je voulais faire plus. Voilà, plus qu'il y a des fois, les pompiers rentrent dans un appartement, quand le crime s'est commis, il n'y a plus rien à faire. Tu voulais quoi ? Tu voulais chercher la vérité quand tu passes ? Chercher la vérité, oui. Manifester la vérité. Donc j'intègre la seule école à Lyon qui existe en France. J'obtiens les 4 habilitations, ce qui me vaut le titre de criminalisticien de sécurité intérieure. Et ça me permet de faire des scènes criminelles, délictuelles, des viols, des crimes avec des auteurs connus. Il y a plusieurs niveaux de police scientifique finalement, il y en a 3 niveaux, j'étais dans le niveau 2. Et en fait, tous les jours, on prend la détresse des gens, tout ce qui se passe de façon sociale et sociétale. C'est-à-dire, je me rappelle d'un jeune musicien qui se met la corde au cou, qui se jette dans le vide de son immeuble, parce que l'huissier arrivait ce jour-là, pour expulsion. C'est des gens, une mère de famille qui écrit sur un coin de table « J'ai voulu que ça cesse, je vous ai fait croire ça fait 10 ans que je fais une psychanalyse, mais je ne l'ai jamais faite parce que j'ai toujours eu peur de pousser la porte d'un psy. Elle était pendue dans le grenier. » Ah oui, tu es confronté à de la violence encore plus qu'en tant que pompier ? Oui, plus. Pas, oui. Oui, plus qu'en tant que pompier, parce que pompier, tu interviens avec une tenue, avec un process. Tu sais faire, tu sais pas faire, grosso modo. Tu sais pas faire, c'est-à-dire que tu fais pas de magie, tu peux pas faire repartir un cœur qui ne bat plus. Par contre, tu as des appareils, tu es aidé de médecins, tu es formé pour ça. Et puis tu as un uniforme qui te donne un filtre. Une sorte de distance, ouais. Une sorte de distance. Et dans les minutes qui finissent l'intervention, quand le médecin du SAMU dit c'est terminé, la personne est décédée, toi, 5 minutes plus tard, tu es sur un feu de cheminée ou alors sur un autre accident. Donc du coup, tu enchaînes. En police scientifique, tu connais l'histoire. Quand je raconte une scène, qui sont pourtant bien rangées avec l'aide et l'accompagnement qu'on a pu me donner depuis des années et que je continue à recevoir pour que ma vie personnelle se passe le mieux possible, eh bien, on fait forcément référence en fait à des souvenirs. Et ces souvenirs, pour les traiter, pour les faire taire, pour pas qu'ils puissent t'envahir au quotidien, ça demande un accompagnement. Donc c'est pas parce qu'on a vu beaucoup de choses qu'on a tout vu, et c'est pas parce qu'on a vu beaucoup de choses qu'on est hermétique. Armé, ouais. Voilà. Il faut rester accompagné en fait. Tu arrives en police scientifique, tu vas y rester 3 ans. Dès le début, tu vas être confronté, ou ça met un peu de temps, où il y a vraiment beaucoup d'affaires ? 15 premiers jours de police scientifique, 9 morts. Un crime dans un jardin maraîcher dans les Yvelines. Et ensuite, ce sont pratiquement que des suicides ou des découvertes de cadavres. Donc, ce qu'on appelle une découverte de cadavre, c'est quelqu'un qui a le cœur qui s'arrête, mais qu'on va découvrir quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois après. Et en fait, pour manifester la vérité, il faut que scientifiquement, on puisse prouver c'est un arrêt cardiaque. Que c'est un arrêt cardiaque. Une mort naturelle. Une mort naturelle, que c'est un suicide, que c'est réellement un suicide, ou un crime, et là, recherche de l'auteur. Et là, je dis tout de suite, c'est sûr que je ne ferais pas ma carrière alors que j'avais la carte bleu-blanc-rouge, j'avais la cocarde jusqu'à ma retraite, j'étais fonctionnaire d'État, j'aurais pu choisir une facilité. Mais j'ai choisi la difficulté, c'est-à-dire être contre cette injustice en disant, mais aujourd'hui en France, on rend un trousseau de clés dans lequel il y a eu un crime, dans lequel quelqu'un avec un fusil de chasse s'est donné la mort, un gardien de la paix, un gendarme, on en parle peu.
mais pratiquement tous les 2 jours en France, un fonctionnaire de police ou un militaire de la gendarmerie se donne la mort avec son arme de service. On en sait quelque chose. Je vois ça, en fait. Et je dis, mais c'est indigne, c'est inhumain de redonner un trousseau de clés aux parents, aux frères, aux sœurs, aux conjoints. Aux conjoints. Je suis très impliqué contre les violences intrafamiliales et notamment les féminicides par le biais d'une association. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire de plus que l'investigation, l'enquête pour retrouver telle ou telle personne qui a commis des méfaits? Quand vous avez dans un appartement une femme qui a été tuée et l'homme qui s'est donné la mort ou qui est en prison, très souvent, il reste des enfants. Des enfants mineurs qui viennent accompagnés d'un notaire, d'un juge, d'un avocat. Mon plus jeune client avait 4 ans. Oh là là. Voilà. Mais comment tu dis plus jeune client, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut dire qu'on a traité une maison dans laquelle le père de famille, son propre père, a tué la sœur de sa femme dans le garage, au couteau. Il a tué sa femme à l'étage. Il s'est donné la mort à l'étage de la chambre de sa fille. Et sa chambre rose, sa chambre de princesse, dont je me souviendrai tout le temps, il l'a épargnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est orpheline, fille unique. Et donc, pour la représenter, à 4 ans, expliquer ce qui se passe. Elle n'a pas d'oncle? Il n'y avait pas de... Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Qui est le tuteur? Eh bien ça, c'est le juge qui le décide. Et ça, il y a tout un travail vis-à-vis des enfants, justement, qui sont très souvent dans la journée laissés à des grands-parents, laissés aux frères, mais peut-être que le frère ou la sœur n'a pas les ressources financières, n'a pas l'endroit, n'a tout simplement peut-être pas envie. Mais qui paye quand il a 4 ans ou elle a 4 ans? Vous ponctionnez sur le compte en banque de la personne, le père ou la mère? C'est des situations qui sont très complexes, parce que pour ponctionner sur un compte, encore faut-il qu'il y ait l'argent. Quand les gens sont déjà socialement dans une situation particulière, difficile, financière ou autre, socialement, mais très souvent ça va aussi avec. Je ne dis pas que c'est que conditionné à cette typologie de personnes, mais c'est quand même un facteur de risque déclencheur. Eh bien, voilà, nous on voit arriver une très jeune fillette avec un avocat qui vient réceptionner la maison dans laquelle elle habitait. Après des mois de scellé, où l'affaire nous a été confiée sur préconisation, recommandation des enquêteurs. C'est mal géré en fait, mais il faut refaire le système. Il n'y a rien qui est prévu, c'est ça que ça veut dire. Et donc la fille de 4 ans, elle est censée faire quoi? Elle arrive avec le juge? Avec son avocat, l'avocat va organiser un déménagement, va la placer dans une famille d'accueil ou dans la propre famille. Là, il y a un calvaire pendant des années. Et tu vas tout quitter. Tu vas quitter la police scientifique en 2016, cette fois. Tu réunis 11 personnes avec toi. Tu veux ouvrir une entreprise, justement. C'est là où tu te dis, bon, là, il y a vraiment un truc manquant. Je vais créer cette boîte-là. Pourquoi tu pars au Canada et pourquoi avec 11 personnes? Alors, pourquoi pas tout seul? Parce que c'est l'esprit pompier. C'est-à-dire que mes 2 histoires que je te livre aujourd'hui m'appartiennent et je ne souhaite pas qu'elles soient prises par quelqu'un d'autre. Voilà, ce sont mes histoires, elles m'appartiennent. Mais elles font de moi ce que je suis aujourd'hui. Et je l'ai partagé avec nombreux de mes collègues, notamment pompiers, à ce moment-là. Et je voulais faire un esprit caserne. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on vit de très hard, de très choquant tous les jours, il faut un esprit de corps, un esprit qui est cohésif, se rassurer les uns les autres, et puis débriefer. On dit souvent débriefer autour d'un café. Déjà, ça t'enlève un certain syndrome traumatique. Pourquoi le Canada? Parce qu'après de longues recherches, je ne trouve pas de métier, je ne trouve pas de formation, je ne trouve pas de certification en France. Ce que je trouve, c'est aux États-Unis, au Canada. Pourquoi le Canada? Puisque je trouve une formation francophone. Je ne parle pas anglais. Aux États-Unis, je n'aurais pas pu suivre la formation. Donc, je vais à Montréal me former. Aujourd'hui, je suis toujours le seul certifié de la seule certification mondiale qui existe en France dans ce qu'on appelle le nettoyage de sites d'incidents traumatiques. C'est un permis de travail au Canada. C'est une carte de certification. Si tu n'as pas cette carte valide tous les ans, tu ne peux pas travailler dans ce secteur-là. En gros, tu allais apprendre. Je suis allé apprendre. Le métier. Exactement. Enfin, les trucs et astuces, on va dire, pour vraiment nettoyer le protocole, nettoyer correctement. Les produits. Les premiers produits, j'ai fait venir du Canada par la douane. J'ai aujourd'hui des machines qui filtrent les odeurs. Un cheveu, c'est 60 microns, un cheveu humain. Eh bien, nos machines vont filtrer jusqu'à 30 microns. Donc, une filtration très, très fine pour filtrer les odeurs. Les odeurs, c'est des particules. Eh bien, on va emprisonner ces particules
pour ne plus que ça sente le cadavre, pour plus que ça sente la mort. Tu vas ouvrir ta boîte à 8h du matin, le 1er janvier 2017, oui, c'est ça? C'est ça. 2017, tu lances ta boîte, tu as un client le jour même qui te trouve dans l'annuaire ou enfin, sur Internet, qui t'appelle? Alors, on se lance le 1er janvier 2017. J'ai 11 associés à ce moment-là. Donc, on est 12 dans la société. J'ai vraiment voulu faire cet esprit caserne. On travaille au préalable 1 an sur cahier des charges. Pourquoi un pick-up noir? Pourquoi nos tenues noires? Parce que du rouge sur du noir, il n'y a pas de contraste. C'est pas impactant. Moi, ça me surprend toujours quand je vais à la boucherie voir un tablier de boucher blanc impacté de rouge. Non, mais c'est vrai. Voilà. Et c'est aussi la raison pour laquelle je ne mange pas de viande saignante, parce que je ne veux pas avoir de sang dans mon assiette. C'est vrai? Et oui, c'est vrai. Oui. Avec ton métier? Avec mon métier. Et donc, 1 an sur cahier des charges pour créer finalement des standards qui n'existent pas. Quelle tenue, quel matériel, je trouve des fabricants de chimie, donc de produits, qui vont nettoyer le sang, qui vont désinfecter. Faut savoir qu'aujourd'hui, encore en France, il n'y a pas de produit qui soit spécifique pour nettoyer le sang. Là, je suis en train de faire des études avec un fournisseur et on va sortir le premier produit qui va nettoyer le sang et détruire l'ADN, ce qui est unique en France et même en Europe. Donc là, il y a tout un protocole finalement à faire sur cahier des charges. Et dans cette année de 2016, là où je quitte la police et je me consacre vraiment sur ce travail en amont, je vais envoyer 1100 communications au service de pompes funèbres en Ile-de-France. Et c'est par cet intermédiaire-là que le 1er janvier 2017, on a 2 jeunes adultes, des jumeaux, tout juste 18 ans, qui, la veille... Tes premiers clients? Premier client, qui la veille, en fait, ont vu leur père, ancien gendarme, tuer leur mère à l'étage dans le lit marital, avec un fusil de chasse. Et lui s'est donné la mort dans la chaufferie. Et on interviendra sur recommandation des pompes funèbres qui ont reçu notre communication, des mois avant, pour intervenir en début d'après-midi. Et on en repartira au milieu de la nuit à 3 techniciens. Et comment se passe la première intervention? Très compliqué parce que c'est un process qu'on met réellement en place. Et ce qui va être choquant, comme je le dis très souvent, oui, du sang c'est choquant, ramasser des dents c'est choquant, un cuir chevelu c'est choquant évidemment. Mais ce qui, personnellement, moi, m'impacte le plus, ce sont les histoires. On a 2 jumeaux tout juste adultes qui prennent déjà des responsabilités en tant qu'orphelins énormes. Et vont être rejoints au fil de la soirée, au fil de la nuit, par au total une 20aine de personnes dans le salon. Ce salon, c'est le passage obligé entre notre véhicule et les 2 endroits que l'on va traiter en nettoyage technique, la chambre pour la dame et la chaufferie pour monsieur. À chaque fois que l'on passe devant le salon, on a 20 personnes qui nous regardent et puis qui doivent se demander ce qu'on fait, puisqu'on arrive en milieu d'après-midi, on part à 2h du matin, à 3 techniciens. Donc on fait plus de 60 heures de travail sur cette prestation. Techniquement, on a l'objectif, il n'y a pas de souci. On réalise ce pour lequel on a été formé. Moi au Canada, et ensuite j'ai fait venir l'instructeur du Canada en Ile-de-France qui a formé mes 11 autres associés. Il t'explique un peu, c'est la police qui t'explique, c'est les pompes funèbres, quand tu arrives, ce qui s'est passé? On a souvent l'histoire au téléphone en disant Baptiste, je vous ai recommandé ou je t'ai recommandé sur telle famille parce qu'il y a eu un suicide par arme à feu, parce que la grand-mère a été découverte après 3 semaines. J'ai l'ambiance. L'histoire, si on ne me la donne pas, surtout, je ne cherche pas à la voir. Même pour te donner un aspect technique, c'est que dans notre protocole, quand on nettoie, si on passe devant un endroit où il y a des cadres photos, un réfrigérateur très souvent, avec des aimants, les gens mettent des photos, on les prend, on les retourne. Ah oui? Parce que ce sont des images que nous, on va imprégner, on va enregistrer. On n'a pas besoin de ça. Même si on a du monde qui nous accompagne, voilà, pour justement se départir de ces images-là, de ces odeurs, etc. Les équipements, c'est quoi? Vous êtes habillés comme un peu la police scientifique, en blanc, enfin tu disais non en noir, mais c'est des combinaisons entières. Comment t'es habillé? Alors la tenue de travail, elle est noire, effectivement, pour le contraste du sang, du rouge sur le noir. Sauf que notre tenue de travail, pour des questions d'hygiène et de consommables, effectivement, c'est hermétique avec une combinaison blanche. C'est jetable? Et tu vas me dire, mais pourquoi blanc alors que tu as une tenue noire? Mais parce qu'il n'existe pas de matière combinaison noire dans le monde. Par exemple, pour dire qu'on n'a pas pensé à ce nouveau métier. Et je suis, moi, trop petit pour acheter 200 000 combinaisons dans une filière qui fabrique des combinaisons. On s'en approche un peu avec les blocs opératoires où très souvent les gens sont en bleu.
Et bien, le contraste du rouge sur du bleu, déjà, on est joli. moins que le blanc. Voilà. Mais on est en combinaison, on a des surchaussures pour protéger nos chaussures qui servent uniquement aux interventions. Ensuite, on a trois couches de gants. Une première couche va nous protéger des éléments mécaniques si on se blesse ou si on a des piqûres, des coupures. Il faut savoir qu'un crâne est très coupant, donc des morceaux de crâne que nous, on va ramasser, c'est très, très, très coupant. Donc, on va se prémunir de ces blessures avec ce gant-là. Et ensuite, on va remettre 2 couches de gants étanches avec des manchettes pour pouvoir mettre les mains dedans, quoi. Est-ce que tu as des masques à gaz? Tu parlais de combinaison de pompiers où tu mettais les masques à oxygène avec les bonbonnes. Est-ce que tu as ça maintenant pour toi dans ta boîte de nettoyage de Oui, ce qu'on appelle nous un scaphandre. C'est-à-dire c'est une cagoule en fait qui vient sur la tête. Et avec une ventilation assistée, quoi, de l'air qui est projeté, ça fait déjà un aspect qui est frais. Parce qu'il faut se dire qu'une scène de nettoyage technique, c'est entre 8 et 10 heures de travail consécutifs. On n'a pas faim le midi, donc on ne s'arrête pas à manger. On s'hydrate, sinon on tombe. Mais en tout cas, il fait très très chaud, la combinaison. Le corps monte. C'est dur à porter, quoi. C'est dur à porter. Le corps monte en température. Et en fonction des conditions où on intervient techniquement, on peut mettre des lunettes, on peut mettre des demi-masques. En fonction de ce à quoi nous sommes confrontés. Et le matin, quand on arrive, on a l'équipement lourd, et plus on va avoir la dynamique de la journée avec notre nettoyage, finalement, plus on va s'alléger, puisque plus ça devient propre, puisqu'à la fin de la journée, on donne un trousseau de clés dans lesquels les gens viennent, comme toi et moi, regagner... Sans odeur. Sans odeur. Putain, c'est fou. Regagner l'appartement ou la maison. Il y a combien de morts violentes par an en France? C'est quoi? Aucune statistique. Moi, j'ai fait mes recherches, ça n'implique que moi, mais je considère qu'il y a 56 000 cas par an sur le territoire français de mort violente. Une mort violente, c'est un crime, c'est un suicide. C'est quelqu'un qui est mort naturellement, mais dont le cadavre a été très, très dégradé, putréfié. Mais aussi les accidents du travail. On intervient dans des sociétés, on a fait il y a quelques semaines un ouvrier qui est tombé de 8 mètres sur une pièce métallique. Voilà, ça a saigné énormément. Eh bien, ils ont arrêté le chantier. Pour que le chantier puisse reprendre, nous avons dû nettoyer cet endroit-là. Donc, moi, j'estime à 56 000 cas par an. 56 000? Oui. C'est beaucoup, c'est Narbonne. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Et pour autant, la législation ne suit pas. On ne peut pas enterrer son animal de compagnie dans le jardin parce que sanitairement, c'est pas comme ça qu'on doit faire. C'est interdit d'enterrer son chien, effectivement, son chien. Et oui, et oui. Par Il contre, faut le faire, je crois, géré par le vétérinaire qui l'envoie dans un four crématoire, un truc comme ça. Exactement, c'est ça. Voilà, ou qui s'occupe, oui, de la crémation et il nous remet une urne ou pas. Mais je me dis, il y a tellement de choses humainement à faire. Il y a des gens qui meurent sur les toilettes, sur leur lit ou sur le propre sol de leur appartement tous les jours. Moi, je l'estime à 56 000 par an dans toutes ces morts violentes. Et qu'est-ce qu'on fait? Il faut te dire qu'un locataire qui paye son loyer tous les mois, qui décède chez lui, si le bail, et les propriétaires qui nous écoutent vont dire « Ah oui, effectivement », le bail ne prévoit pas la mort du locataire. Il n'y a aucun bail qui dit quand le locataire est décédé, le bail est rompu. Et pourtant, en législation française, aujourd'hui, à l'heure où je te parle, le locataire décède, c'est toujours son appartement. C'est-à-dire que si on souhaite le nettoyer, il faut que ça passe devant le tribunal, que le tribunal nous accorde le droit d'aller chez quelqu'un, mais ce quelqu'un est déjà au cimetière, il est déjà mort. Ça, c'est la législation française. Il faut qu'il paye le bail. Parce que sinon, il y aurait violation de propriété privée. Est-ce que sa famille doit garder l'appartement pendant 2 ans si le bail dure 2 ans? Il faut qu'il le dénonce. Avec le préavis. Il faut qu'il soit d'accord. C'est toute une... moi, ce que j'appelle un merdier. Les blocages administratifs. Alors, tu as une histoire, juste après la création de ta société aussi. C'est 2 frères, en fait. Il y en a un qui va tuer son frère, tous les 2 mineurs. Est-ce que tu peux expliquer un peu cette histoire-là? Oui, cette histoire dans le Val d'Oise, ce sont des anciens collègues de la police scientifique avec qui je travaillais, qui font une reconstitution avec un juge d'instruction. Il faut savoir que quand le juge n'a pas tous les éléments dans son dossier, c'est des milliers de pages, eh bien, il vient avec ses dossiers, donc souvent sur un chariot, et puis il s'imprègne de l'environnement pour mais qu'est-ce qui s'est passé, à quoi correspond telle chose que j'ai vu dans le dossier. Et là, une fois qu'ils ont fermé la porte, le juge dit je vais pouvoir redonner le logement à la mère. La mère, c'est la mère qui était en train de dîner avec ses 2 enfants mineurs un soir, un plat de pâtes. Alors, tu me diras pourquoi tu te souviens de ça, parce que toutes les histoires que l'on fait, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on sent, on s'en souvient. Et donc, ils sont tous les 3 en train de dîner. Et là, il y a un des 2 frères qui se lève et qui va chercher un couteau de cuisine et qui poignarde une fois son frère. Son frère se lève, il va se cacher dans la première chambre. Son aîné
le sort de la chambre, le repoignarde, il monte l'escalier. Devant sa mère? Oui, tout ça devant sa mère. Il monte l'escalier pour aller à l'étage et dans l'escalier, il donne des coups. Comment je sais tout ça? Je ne connais pas l'histoire liée à l'enquête. On ne m'a pas raconté l'histoire, mais relatif aux dernières expériences professionnelles avant d'être nettoyeur, ça me parle. Je vois des traces de sang, en fonction de comment les gouttelettes de sang sont, etc. Et je vois la progression. Le plus jeune des frères va s'enfermer dans une première pièce au niveau de l'étage. L'aîné repénètre dans cette pièce et le repoignarde à nouveau. Il voulait vraiment le tuer, quoi. Ah bah oui, et il a réussi puisque le frère le plus jeune va giser au sol, allongé sur le palier du premier étage, avec une main ensanglantée sur le mur blanc, et qui descend. Et c'est là où on va retrouver, nous, le plus de sang au niveau de l'étage, à l'endroit où il est mort. Donc là, si on se place à la place de la mère, que le juge a voulu d'emblée rendre l'habitation comme ça, on a un petit pavillon en centre-ville avec un petit jardinet. Cette habitation, cette maison va être placée pendant 18 mois sous scellé. Ça veut dire pendant 18 mois, il n'y a rien qui se passe. La mère doit sortir aussi, habite ailleurs. Ah oui, du soir même. Tu prends pas de valise, tu prends rien. Très souvent, les enquêteurs coupent l'électricité et l'eau. Bon, l'eau, pas de souci. L'électricité. Chauffage, ça moisit. Ouais. Pas de chauffage, donc ça moisit. Les nuisibles, les insectes. L'herbe dans la cour pousse jusqu'à dépasser la fenêtre. Et puis, on a accessoirement un réfrigérateur et un congélateur où les gens ont leur aliment. On parlait tout à l'heure d'un barbecue avec le corps humain, c'était comme un beefsteak. Eh bien, quand tu as 20 kilos de viande qui se dégrade, ça vient finalement apporter un plus dans la scène. Il n'y a pas besoin de ce plus. Et donc, moi, je suis partisan de passer, avant qu'ils mettent sous scellé les habitations, ce qu'on appellerait, nous, des mesures conservatoires pour enlever les éléments dans les poubelles, dans le lave-linge. Pour que ça tienne dans le temps, quoi. Là où la vie s'est arrêtée, pour ensuite redonner cet habitat à la famille. Et donc, le juge, quand il dit « je vais redonner l'habitat à cette mère », mes anciens collègues disent « écoutez, juge, on a un ancien collègue qui a créé sa société parce que justement, il ne trouvait pas ça normal qu'on redonne ce genre d'habitation à une mère. Et c'est la raison pour laquelle il nous sollicitera. Et c'est ma première réquisition judiciaire. » C'est quoi ces familles qui s'entretuent comme ça? C'est monsieur, madame, tout le monde. Notre quotidien, c'est monsieur, madame, tout le monde. Il n'y a pas de barrière culturelle, financière, religieuse. Ça peut concerner vraiment tout le monde. Après, il est sûr qu'on intervient plutôt dans des endroits socialement compliqués. On peut remarquer qu'on intervient peut-être un petit peu plus statistiquement dans ces endroits-là. Là où il y a très fort taux de chômage, là où des quartiers qui sont très difficiles et sensibles. Un petit peu plus que la moyenne. Mais ça concerne vraiment monsieur, madame, tout le monde. Ah oui, vraiment. Il n'a rien fait à la mère, le grand frère? Non, la mère a été épargnée. Elle a regagné son logement, qui était un logement social de la ville. Après, je n'ai pas la suite de l'histoire. Donc tu l'as nettoyé, là, le logement? Ah oui, il y a des années de ça. J'ai nettoyé le logement. On était 5 techniciens pendant 3 jours, ce qui est énorme. On est allé jusqu'à tondre le jardinet pour que quand elle rentre, elle puisse ne pas se rendre compte qu'il s'est passé 18 mois où la maison a stagné. On est allé jusqu'à nettoyer la façade de la maison. C'est vachement bien, ça. Parce que comme elle était à côté de la voie publique, elle est salie par les saletés de la pluie, de la météo, etc. Les scotch à sceller qui étaient sur les volets. On a nettoyé les vitres qui n'avaient pas de relation avec la scène de crime. Mais il faut se dire que cette dame, elle a un fils en prison et un fils au cimetière. Ça fait quand même beaucoup. Oh. Et donc, je trouvais que la moindre des choses était de lui faciliter, je pèse mes mots, mais de nouveau l'entrée dans cette maison où la vie s'est arrêtée et elle n'a plus ses fils. Tu nous as donné des photos. On a mis, tu as mis du blanc ici pour cacher. Là, c'est une paire de chaussons et une table de chevet pour pas reconnaître l'environnement dans lequel on intervient. Il faut savoir que vraiment, tu as la primeur de ces images. Je n'ai jamais montré d'image de mon activité. Et je trouve qu'après 8 ans d'activité professionnelle, je n'ai plus besoin de prouver que je suis capable. Les services étatiques, beaucoup nous font confiance, la police, la gendarmerie et d'autres, les familles. Mais juste, je les ai montrés pour qu'on se donne une dimension à quoi ça peut ressembler. C'est-à-dire que mon métier, c'est de vous éviter de voir ça.
Mon métier, c'est de vous éviter de sentir, de nettoyer ça. Je suis obligé de le décrire parce que vous êtes très nombreux à nous écouter en podcast audio, donc vous ne voyez pas les images, donc vous compreniez, c'est une chambre avec une flaque en gros de sang sec, et il y en a partout sur les murs, hein, c'est assez fou. Et c'est ton avant-après, quoi. Tu as tout nettoyé. Mais comment tu fais pour le parquet? Tu changes le parquet, là? Tu peux pas nettoyer ça, là? Alors, ce qu'on appelle au Canada le GBS, le gros bon sens. C'est-à-dire qu'on nettoie tout ce qui peut être nettoyé. Là, c'est le même parquet. On n'a pas fait de remplacement. Par contre, cette histoire, voilà, peut-être plus sordide que les autres, c'est un cas de féminicide. Donc, c'est un père de famille qui tue sa femme dans la chambre, qui se donne la mort assis sur le coin de son lit. Ça, ce sont des photos que moi j'ai à la base judiciaire, du service d'enquête, pour pouvoir faire un devis, deviser, dire combien va coûter la prestation à l'État, puisque grâce à une avancée d'un décret du Code de procédure pénale, pour les crimes, ce n'est plus à la famille de payer. Eh bien, je reçois, moi, les clichés des enquêteurs. Donc, j'ai les corps sur les photos, j'ai la disposition de comment les choses se sont passées. Et il se trouvera que quand la personne se donne la mort, le meurtrier, la balle qui traverse son crâne traverse le faux plafond et traverse le toit. C'est un grenier qui est inhabité. Le parquet, on l'a nettoyé, donc il s'agit du même parquet. Les murs, on les a peints. Et le projectile, donc la balle, qui a traversé le plafond et la tuile, on a mis un enduit d'étanchéité sur la tuile pour ne pas que la maison prenne l'eau. Et le plafond, qui est en placo-plâtre, on l'a enduit, on l'a poncé et on l'a peint. Pourquoi on va jusque-là quand ça nous est demandé? C'est que le lendemain, il y a un notaire qui venait avec les 2 enfants mineurs de cette famille. Je ne voulais absolument qu'il ne puisse pas deviner là où était la balle, qu'est-ce qui a traversé quoi. Enfin, c'est inhumain. Donc voilà les raisons pour lesquelles... On se rend pas compte de la misère humaine. Hein. Eh oui. Ça, enfin, toi, tu l'apprends vraiment de pleine face, là. Complètement. On se rend pas compte que il y a des gens qui habitent, qui finissent dans des traces de sang, etc., qu'on voit. Là, c'est une cuisine très sale. Je la décris pour vous tous qui la voyez pas. Et il y a une chaussure par terre, des journaux. On voit vraiment de la crasse par terre. Et vraiment, après, elle est comme... pas comme neuve non plus, parce qu'elle n'est pas toute jeune, la cuisine, mais elle est toute nettoyée, en tout cas, vraiment très clean, quoi. Voilà, moi, ce que j'appelle sain. C'est-à-dire qu'elle est dépourvue d'agents pathogènes. C'est-à-dire que si c'est reloué, si c'est vendu, voire même, on intervient chez des gens qui sont hospitalisés, qui regagnent leur logement ensuite, qui ont des syndromes particuliers, c'est Logomanie, Diogène ou Noé, qui ont une accumulation compulsive d'animaux ou d'objets farfelus dans leur habitation. Et donc, l'habitat, il est sain. C'est-à-dire qu'on peut faire tomber quelque chose par terre sans que ça soit pathogène pour la santé. Là, tu as une baignoire qui était remplie de sang. Rempli de sang et de fluide humain. C'est un colocataire qui revient de l'étranger, des États-Unis, et il voit son colocataire dans la baignoire. Alors, il n'y a plus d'eau, puisque même si la bonde est hermétique quand on prend son bain, le siphon, le siphon, au bout de quelques semaines, il y a quand même une perte d'eau. Et donc là, on a dû nettoyer les canalisations et la baignoire. Oui. Et il y a après comme neuf, quoi. C'est vrai que c'est impressionnant comme métier. On voit des frigos aussi dégueulasses. Il y a d'autres photos. Je ne sais pas ce qui va passer à l'image. Je suis un peu embêté parce que je ne sais pas si on pourra les mettre. À mon avis, ça sera flouté. Une partie, on verra ce que les plateformes nous autorisent à diffuser. C'est pas nous qui bloquons, mais on va essayer de décrire. Là, il y a une photo d'une... C'est une scène de crime ou c'est un décès Ça, c'est un décès naturel. Sur du parquet, on voit le corps d'une femme comme si elle était déguisée au fusain. Ouais, dessinée, ouais. Tu vois, c'est vraiment... C'est vrai, ça en est presque... Esthétique, tu as l'impression que c'est un dessin d'un artiste, ouais. Alors pourquoi à l'intérieur de ces lignes, il n'y a pas de traces? Mais c'est parce que le corps faisait vraiment ventouse, finalement, au niveau du sol. Et après, par gravité, en fait, les éléments à côté des membres, des bras, des jambes et du thorax, des fesses, etc., du buste, en fait, coulent autour du cadavre. C'est ce qui dessine finalement ce qu'on voit. Juste pour comprendre, parce que ça, tu l'apprends, je pense que tu me l'apprends, mais tu l'apprends à beaucoup de gens, la peau n'est pas hermétique, il y a du liquide qui sort de la peau. Voilà, quand on est en bonne santé, en fait, c'est pour ça qu'on se baigne dans la mer, dans une piscine, c'est hermétique, la peau nous protège des agressions extérieures, etc. Sauf que quand le cœur s'est arrêté et que notre enveloppe corporelle se dégrade, le corps humain, la peau, en fait, elle devient perméable. Et donc, les fluides qui sont contenus dans notre corps sortent par notre peau. Et nous, on trouve très souvent des excréments, de l'urine, nos graisses qui sont liquides,
qui se liquéfie même. Qui sort par la graisse la qui peau, sort par la peau. les orifices naturels, donc l'anus, le nez, la bouche, les oreilles. Vraiment, ça sort Ouais, de partout. ça peut sortir. Après, tu vas me dire, la peau, c'est pas hermétique puisqu'on transpire. Il y a du liquide qui sort en soi. Exactement. La transpi, Sauf que là, c'est des lambeaux qui tombent au niveau du sol. Et nous, c'est très souvent ce qu'on ramasse, qu'on nettoie. Tu m'as envoyé des photos. Tu m'as envoyé une photo, par exemple, on va dire, une quarantaine de sacs poubelles noirs posés sur le couloir, sur le trottoir. Pourquoi ? En fait, c'est pour donner une dimension aux gens. C'est-à-dire que ce métier-là, il est fait pour l'éviter aux familles d'un aspect psychologique. Après, c'est un réel métier. C'est-à-dire qu'on a des techniques, des machines, de la chimie, des produits et surtout des éléments qui nous protègent, des équipements, pour pouvoir réaliser notre métier. Mais aussi, on intervient dans des habitats où les gens vivaient de façon peut-être un peu bizarre ou marginale. On a vu un squelette de chat entre un mur et une douche. Et ça posait pas de problème à la personne. Parce qu'ils avaient des animaux de compagnie qui mouraient, qui faisaient leurs besoins dans leur habitat. Ils ne sont pas morts de ça. Mais nous, en tout cas moi, je propose à mes clients le fait qu'on a traité en phase 1 les conséquences du décès. Et en phase 2, je leur explique que pour rentrer dans l'appartement, je dois y rentrer parce que les déchets sont à cette hauteur-là. Ça, c'est le syndrome de Diogène. Ça peut être le syndrome de Diogène. On a fait par exemple, on a fait un documentaire, pour ceux qui veulent aller le voir, sur le syndrome de Diogène. C'est le fait d'emmagasiner, de rien jeter, même ses excréments, parfois dans des pots, dans des trucs. C'est une maladie mentale, je crois. Mentale, vraiment, exactement. Tout à fait. C'est une pathologie. On a fait un reportage. Les journalistes sont partis, les journalistes de légende, dans une maison qui était le plus gros syndrome de Diogène que la société de nettoyage spécialisée là-dedans avait vu. Et il y avait 1,70 m, 2 mètres de déchets. C'était vraiment... Ils avaient du mal à rentrer dans la maison. Il y avait plus de 10 tonnes de déchets. Je vous mets le lien en cliquable sous la vidéo si vous voulez aller le voir. C'est assez fou aussi. Juste une dernière photo que tu nous as envoyée. Ça, c'est un scellé. Alors, moi, j'en ai jamais vu. On a tous entendu des trucs ou vu dans des séries télé. Mais en gros, un scellé, c'est pour empêcher d'ouvrir la porte. À quoi ça sert ? C'est quoi exactement ? En fait, c'est la directrice d'enquête ou le directeur d'enquête qui va apposer, une fois que toutes les investigations d'enquête et judiciaires ont été faites dans l'endroit du crime ou de la découverte de cadavres, il va figer les lieux. Figer les lieux, c'est du scotch, une étiquette à sceller, en mettant quelle affaire c'est. Est-ce que c'est un homicide ? Est-ce que c'est une découverte de cadavre ? À l'adresse qui est concernée. Et en fait, il va le scotcher sur tous les ouvrants de l'appartement ou de la maison. Donc, s'il y a 10 paires de volets, s'il y a 10 fenêtres, il y en aura sur les 10 fenêtres, il y en a sur la porte d'entrée. Et en fait, ce que je veux montrer, c'est que ce scotch, il est très particulier. Celui-là, là, par exemple, je vous le décris aussi, c'est une bandelette rouge avec marqué République française, police nationale, scellé, ne pas ouvrir. Et au milieu de la fenêtre, là, c'est devenu blanc, il y a marqué ouvert. Qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, ça veut dire que... Quelqu'un a forcé ? Finalement, on pourrait dire que c'est banal, c'est un scotch. Mais si on enlève ce scotch, il y a finalement un deuxième scotch qui, lui, est très, très, très collant, que quelqu'un de lambda ne pourrait pas enlever, même avec des produits à base d'alcool, etc. On a des produits très particuliers, une technique pour cela. Ce qui permet de dire, en fait, aux enquêteurs que ça a été ouvert. Voilà, tout simplement. Qui fait ça ? Ces scotch-là. Ces scotch, il y a une société en France qui propose à la police, à la gendarmerie, aux services d'enquête. Ah oui, c'est une seule. C'est une seule. Il y a vraiment une technologie particulière sur ce scotch. Ça paraît un peu bête comme ça, mais il y a vraiment une technologie dessus. Et c'est un obstacle en fait judiciaire en disant vous ne pouvez pas pénétrer dans cet habitat. Et c'est même réprimandé par le code de procédure pénale si on enlevait le scotch et on rentrait dans les lieux. Et là, on te voit en selfie, tu as fait une photo devant une porte d'entrée avec du sang, et il y a des chiffres, donc ça, c'est les... Ça, c'est les cavaliers, là, que la gendarmerie a apposés. À chaque cavalier, ça fait aussi référence à mon ancien métier en police scientifique, où les tests millimétrés qu'on voit sur la porte, ce sont des zones ou des endroits où il y a eu des traces et ou des indices. Des giclures de sang, là, on voit, je crois que c'est des giclures de sang. C'est ça. Vous mettez en fait deux petits traits de stylo autour pour voir où est l'impact, effectivement. On les numérote et ensuite, ces tests, on les appelle les tests millimétrés. Parce que quand on prend une photo d'un indice, je prends la photo d'un stylo, en fonction du zoom sur l'appareil photo, eh bien, la réelle taille du stylo sur la photo il peut paraître est plus différente. Gros. Il peut paraître, un indice un indice, c'est exactement de valeur, de mesure. Une échelle. Une échelle, tout à fait. Pour parler des suicides, tu as un suicide d'un ancien gendarme où il y a 4 personnes qui ont perdu la vie. Tu vas y arriver aussi. Tu vois des choses très différentes en fait. C'est pas forcément. Parfois c'est des meurtres, parfois c'est des suicides, parfois c'est des suicides avec des meurtres avant. Oui. Là c'est le cas de ce gendarme.
Oui, tout à fait, en séparation sentimentale avec son ex-femme. Il a en garde ses 3 filles. Et dans un appartement de la gendarmerie, il est gendarme actif. Hein, et avec son arme de service, vraiment, les enfants n'étaient pas encore levés, hein, puisqu'il les abat, la première de 2 balles sur son lit. La seconde fille, de la même manière, 2 balles sur son lit. Et ensuite, la 3e fille, je ne connais pas l'histoire, mais sans doute était réveillée. Et en fait, il la prend avec lui dans la salle cinéma qu'il avait dans cet appartement. Il la tue et ensuite, il se donne la mort avec son arme de service. Très particulier parce que, évidemment, ça fait référence à une histoire familiale qui est dramatique, qui est personnelle, et donc ce qu'on appelle en psychologie un transfert. Hein. On se reprojette dans notre propre histoire familiale. Et puis après, on revient vite au technicien que je suis pour réaliser sur un appartement de 118 mètres carrés le nettoyage complet que la gendarmerie nous a demandé. Ça concernait que, toute proportion gardée, 2 chambres et une salle cinéma, mais la gendarmerie nous a demandé de nettoyer intégralement tout l'appartement. Pourquoi ? Puisqu'ils souhaitaient accompagner de cette façon-là la seule personne qui reste, c'est-à-dire la maman, qui va devoir revenir dans cet appartement-là. De toute façon, elle ne peut pas y revenir. Mais elle est obligée. Les éléments administratifs liés au logement... Ouais, mais tu demandes à quelqu'un d'aller chercher les trucs. C'est une prestation qu'on propose pour leur éviter de revenir. On peut aller jusqu'à déménager les contenus... Avec ta société, tu veux dire ? Exactement. Ouais, on a déménagé un piano en Normandie il n'y a pas très longtemps. Pour plus que les gens mettent les pieds là-bas. Quoi. C'est ça l'intérêt. Pour ne plus qu'ils se reprojettent dans les photos. Et il faut savoir que sur cette affaire-là, très particulière, déjà, un coup de feu, tuer son propre enfant, c'est inimaginable. Mettre 2 balles dans le corps d'un bout de chou, c'est quand même assez particulier. Les pyjamas, c'est nous qui les avons détruits. Hein, ils étaient sur place. Oh. Les matelas, c'est moi qui les ai pris. Un petit matelas, hein, ce sont des filles qui avaient entre 5 et 10 ans, hein, les 3. Leur prénom était inscrit sur les portes des chambres. Donc c'est très impactant. Et puis, la balle qui a traversé le corps est venue se loger dans le sol. Les services d'enquête ont pris la balle, évidemment. Sauf que moi, dans le sol, en parquet, j'ai 2 projectiles sous le lit. Et pour ne pas que la mère voie ça, en déménageant ou autre, on va venir gommer avec de la pâte spéciale pour gommer ces traces d'impact de parquet cassé, en fait. Pour ne pas enlever juste la lame. Parce que si on n'enlève que la lame de parquet sur une chambre qui est complètement mise en parquet, là, la mère va tout de suite avoir son œil attiré sur « mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ils l'ont enlevé ?» Alors que là, j'ai juste obturé finalement 2 petits trous dans le parquet. C'est beaucoup de drames amoureux. Quand tu vois les suicides, les drames familiaux, comme ça, c'est souvent des divorces, des tromperies. L'amour, et les sentiments et l'argent. L'argent aussi ? Oui. On le voit sur des écrits, on le voit sur la façon de vivre des gens. Moi, les écrits, je les prenais en photo quand j'étais en police scientifique. Donc les lettres que les gens laissent... je me souviens d'un étudiant musicien qui s'est jeté dans le vide d'escalier le jour où les huissiers arrivaient, parce qu'il a eu tellement peur des huissiers qu'il s'est donné la mort. C'est triste. Dit, mais c'est triste, comment on peut en arriver là, quoi. Tu bouges dans toute la France, tu habites on va dire sur l'île de France, mais tu es mobile ? Oui, complètement. Je reviens du sud de la France il y a quelques semaines, où une première société est passée pour intervenir après un décès dans un appartement qu'une propriétaire louait. Et ensuite, elle a trouvé mes services en disant « Écoutez, j'ai fait passer une société qui se disait spécialiste, ça sent toujours la mort, mon logement ne peut pas être reloué en l'état. » Et donc, on est parti à côté de Marseille intervenir en 2e intention, parce que beaucoup de gens se disent spécialistes. Mais sont spécialistes de quoi, en fait ? Moi, je ne me serais pas dit que j'étais spécialiste. Après 8 ans d'activité, 2000 interventions à mon actif, et surtout, le b.a.-ba, une formation. Tu étais sur Amiens il y a quelques semaines, là, pour un suicide. C'était un peu particulier aussi. Très particulier. Julie, qui m'appelle. Faut savoir que quand on m'appelle, je ne dis jamais bonjour, parce que les gens qui m'appellent ne sont pas dans un bon jour. Ils sont plutôt dans un mauvais jour. Tu dis quoi, du coup ? Je me présente. Je présente la société, donc Service français d'intervention après sinistre, où j'écoute, ou en fonction de... Je dis jamais forcément les mêmes choses, mais je donne jamais de bonjour. Quand je me présente sur les interventions, je suis Baptiste. Les gens, par réflexe, vont dire bonjour, ça va même des fois. Non, c'est déplacé. Et Julie, en fait, elle m'appelle et je ne comprends au départ rien de ce qui se passe. Je pense même à un canular au départ.
Je vous appelle parce que j'ai vu avec mon avocate, il faudrait que vous veniez nettoyer le sang chez moi. Ah bon? Et je fais aussi attention parce qu'on peut aussi m'appeler avant la police. C'est arrivé à mon mentor, Dany. Pour camoufler une scène de crime? Et oui, Dany au Canada, on se préserve de ça parce qu'on demande des papiers, des actes de décès. J'appelle le service judiciaire pour être sûr qu'il me donne l'autorisation. T'en as déjà eu etc. ça? Non, moi jamais. Mais j'ai cru à ça quand Julie m'a appelé. Et mon mentor, ça lui est arrivé un 25 décembre. Et il a tout de suite compris qu'il allait intervenir avant la police. Et là, il ne faudrait pas que ça se passe comme ça. Est-ce que tu sais camoufler une scène de crime, toi, par exemple? Ah bah oui. Ah oui, c'est sûr qu'après nous, tu retrouves aucun indice. Hein. À la fois parce que je sais comment les chercher, puisque c'était mon ancien métier, et à la fois comment je sais les nettoyer. C'est Dexter. C'est ça. Il ne faut pas te faire chier. Le crime parfait n'existe pas, pour autant. Ah oui, oui. Ah ouais, j'en suis convaincu. Si on met tous les ressources techniques, c'est pas possible qu'on passe à travers. Mais il faut donner tous les moyens. C'est bien de dire ça. Ah non, mais c'est sûr, c'est sûr. Et toi, tu serais capable de... Ouais, en fait, tu arrives à enlever les traces de sang totalement. Tout. C'est-à-dire que si la scientifique... En plus, tu étais policier scientifique, tu es nettoyeur de scène de crime, putain, tu connais tout. Écoute, ça me fait penser à une histoire dans un aérodrome où un instructeur de vol a un démarreur pour son Cessna, pour que les hélices tournent. Un petit avion. Il n'avait plus de batterie. Il l'a fait à la main. Il s'est fait découper sur 84 mètres carrés devant son élève. Ça s'est passé dans les Yvelines, dans un petit aérodrome. Eh bien, C'est quoi ces histoires aussi? Ouais, mais c'est la vraie vie. C'est quoi ces journées? C'est la vraie vie. On est là, on dit, bon, qu'est-ce qu'on tourne aujourd'hui, les gars? Toi, t'arrives sur un aérodrome, ah waouh! Voilà, l'hélice, mais ça l'a pas découpé que le bras? Non, ça l'a projeté en fait sur 84 mètres carrés. Et pourquoi? Parce qu'on mesure les. Ça l'a vaporisé. On mesure la scène. l'hélice. Bah, ça l'a déchiqueté en fait. Putain, mais c'est difficile psychologiquement d'arriver sur ça. C'est difficile quand on connaît l'histoire en fait. Quand on connaît l'histoire, il faut savoir après s'en départir, la ranger. Et encore une fois, on est accompagné pour cela. On n'est pas plus hermétique qu'à d'autres. Quand je regarde The Voice, j'ai l'alarme. Hein. Ah, c'est vrai? Mais oui, c'est vrai. Je suis un profond sensible. T'as des enfants? Oui, j'ai 2 enfants de 13 et 16 ans. Ouais. D'accord. Et tu dois projeter parfois quand même, non? Tu disais, tu fais un rapprochement avec ta vie. Bah, suivant les considérations, c'est plutôt des fois l'incompréhension. Hein. Ça me rappellera en Seine-et-Marne un père qui tue ses enfants à coups de marteau. Pourquoi, en fait? Pourquoi? Voilà. Tu fais attention à ce qu'il n'y ait pas d'objet contendant chez toi, du coup, tu fais plus attention que les autres? Non, parce que plus attention aussi, certainement, mais plutôt dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que sinon, je les laisse vivre. Hein. Mais quand on se promène dans la rue, je vais toujours me mettre côté route et jamais eux. Parce que je compte plus les gens qui se sont fait attraper par une voiture, des voitures qui montaient sur les trottoirs ou par des engins de chantier, des morts absolument cons. Je le dis tout le temps, moi. Ça. Mes amis et tout, j'ai dit, tiens, marchez bien là. Mais après, je peux pas les prémunir de tout. Enfin, voilà, même si j'aimerais. Mais il n'y a pas de formule magique, il y a pas de. Puis après, il y a un moment donné, il faut vivre, sinon on reste vraiment entre 4 murs. Il y a tellement de vidéos de ça que tu regardes même sur les groupes Telegram, sur les news. Nous, on reçoit un peu tout pour filtrer pour le média. Tu reçois des vidéos toute la journée, un peu compliquées à voir, quoi. Oui. Il y a des arbres qui tombent sur des gens qui se promènent tous les jours. Ouais, pourquoi pas 5 secondes ou 2 mètres derrière? C'est fou, hein. Ben, ouais. En fait, tu te dis un peu, parfois, on a de la chance toujours d'être là en vie, en bonne santé. C'est tellement juste. Moi, j'ai un adage où je dis souvent la vie est moche, parfois courte, parfois injuste, mais vaut la peine d'être vécue. Et donc, entre mes différentes expériences professionnelles, je peux te dire, je profite de la vie. Tu me parlais de Julie qui t'avait appelé ou tu pensais que c'était un canular? Oui, donc Julie, en fait, appelle sur les recommandations de son avocate pour venir nettoyer son propre sang. Et donc, son propre sang? Oui, c'est ce qu'elle me dit. Donc, effectivement, ça arrive. On ne fait pas que des interventions. Les gens peuvent être blessés, voilà. Mais je dis, excusez-moi, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Mais écoutez, j'habite Amiens. Mon ex-compagnon m'a poignardé. Il y a du sang partout dans la maison. On m'a dit que je peux vous appeler pour que vous puissiez venir nettoyer. J'ai replacé tout ça dans son contexte. Je suis passé par le juge d'instruction dans cette affaire criminelle, puisque tenter de tuer quelqu'un, c'est un crime. Eh bien, par ce biais-là, j'ai pu obtenir le financement de l'État pour notre intervention. Donc Julie n'a pas eu à payer les coups de couteau qu'elle a pris. Quand j'arrive sur place, c'est son père qui m'accueille et qui me dit « Vous connaissez l'histoire ?» Je dis « J'ai eu votre fille au téléphone, mais je dois dire que ça m'a un peu surpris parce que les interventions que nous, on effectue, les gens ne sont plus là pour en parler. Hein. Très souvent, ils sont décédés. » Et là, il me livre toute l'histoire. C'est-à-dire que séparation, mais classique, hein, on va dire, enfin classique. C'est très souvent comme ça que ça se passe. Julie a une fille de 10 ans avec son ex-compagnon.
Et ils ont une garde partagée. Et à chaque fois, la serrure de l'appartement est fermée pour justement que l'ex-compagnon ne vienne pas voir Julie. Et quand son ex-compagnon redonne la fille à Julie, il se trouve que là, la porte de l'entrée est semi-ouverte parce que le jeune chien qu'elle vient d'avoir, Julie, a fait pipi sur le sol, donc elle a nettoyé pour que ça sèche plus vite, elle a aéré. Malheureusement, l'histoire dira que son ex-compagnon avait un couteau dans sa voiture depuis des semaines et avait déjà en fait envisagé de la poignarder. Là, il voit tout de suite la brèche. Devant sa fille ? Il avait en tout cas prévu de la tuer. Comment, je ne sais pas, mais... Non, mais là, c'est devant sa fille, du coup. Mais là, c'est devant sa fille. Donc, il dit tout de suite à sa fille, il dit « Monte à l'étage, j'ai quelque chose à dire à maman ». La fille monte à l'étage, ne pose pas de questions. Lui, il s'engouffre dans l'appartement avec la porte ouverte et poignarde son ex-femme, Julie, d'un nombre incalculable de coups de couteau. Il arrive jusqu'à 27 coups de couteau. Et il arrive avec un couteau avec une lame de 7 cm. Pourquoi ? Parce que c'est Julie qui me livre la taille du couteau. Puisque les investigations médico-légales sur son corps diront que la lame a fait 7 cm, puisqu'elle a gardé la lame dans son corps. Il a cassé la lame, comme Julie était au sol. Il a cassé la lame en la poignardant dans la cuisse. C'est un peu ce qui lui a sauvé la vie aussi, non ? Oui, puisque ce criminel repart à la cuisine chercher un deuxième couteau, puisqu'il avait cassé le couteau avec lequel il était venu. Et là, Julie se dit, dans un état absolument qu'on peut essayer d'imaginer. C'est étonnant qu'elle ait survécu, elle est forte. Elle dit, si je ne rampe pas jusqu'au trottoir et que je ne crie pas des dernières forces qui me restent, je suis morte. Elle rampe, elle crie ses dernières forces sur la voie publique, et là, les voisins sont alertés, appellent les secours. Voyant ça, le criminel se met 7 coups de couteau dans la gorge. Il sera trachéotomisé, quelques jours de coma, et aujourd'hui, il est en prison. Ah, il a survécu aussi. Il a survécu. Les deux ont survécu, Ouais. du coup. Julie me dira que tous les jours à 4h30 du matin, depuis ce drame, et ça fait pratiquement 2 ans, elle se réveille toutes les nuits en étant poignardée. Elle n'a eu aucun suivi, ni psychologique, ni d'association. Le procès judiciaire va s'ouvrir, elle n'est pas préparée. Enfin, c'est absolument choquant. Putain. Et alors, pour terminer sur les anecdotes, mais il y en avait une, mais tu en as vécu 2000, donc on ne peut pas toutes les faire, évidemment. C'est sûr. Mais pour comprendre un peu ton métier et le côté aussi social qu'il y a, t'en parles et t'insistes aussi beaucoup là-dessus, c'est un peu même ton principal... c'est ce qui te fait lever le matin, c'est d'aller voir les familles et de les aider. Là, c'est un papa qui t'appelle pour le suicide de son fils. Il te reçoit, mais avec, tu disais, les bras ou les mains bandés. Oui, tout à fait. On est reçu vraiment devant le petit pavillon où habite un couple avec un fils qui est jeune adulte et dont on sait qu'il est intégré, engagé dans l'armée. Cette personne arrive vers moi, je me présente Baptiste, parce que je dis jamais bonjour, je dis voilà, je suis Baptiste, il me dit non, c'est avec vous c'est vous que j'ai eu au téléphone. J'ai dit oui, tout à fait. Vraiment, je m'excuse. Je vous excusez de quoi ? Je m'excuse de ce que vous allez voir derrière cette porte, j'en suis désolé. Je dis monsieur, on fait ça au quotidien, nous sommes formés pour ça. Ce qu'on va voir ne sera pas dit, répété, ne sera pas vu du voisinage ou autre. On va intervenir et vous rendre un logement sain. Et effectivement, ce monsieur, quand il m'accueille, il a vraiment les mains bandées, les 2 mains bandées, vraiment des extrémités des doigts jusqu'à à peu près moitié des avant-bras. Il a les mains comme ça, en écharpe, mais vraiment un bandage qui est chirurgical, pas traumatique, pas un plâtre, quoi. Mais bon, ça ne me regarde pas, donc je ne pose pas de questions. Et, tu doutes que c'est un rapport mais je me doute que c'est un rapport parce que c'est frais. Moi, je suis encore secouriste dans l'âme, donc je me dis c'est frais, c'est du bandage qui est frais, donc bon, il y a sans doute une corrélation avec il y a un lien avec la scène. On traite tu ne sais pas ce qui s'est passé ? Je ne sais pas ce qui s'est passé, pas du tout. Et je ne demande pas d'explication. Et à part s'excuser, le père ne me dit rien de plus. Et je ne veux rien savoir de plus, finalement, au début. On traite principalement la pièce du salon, dans laquelle, en fait, la veille, leur fils, pour une raison que j'ignore, le sac de l'armée vert qu'on connaît, sac à dos, habillé, prêt à aller prendre son train, se saisit d'un couteau dans la cuisine et va se mettre 17 coups de couteau dans le corps. On se dit, mais comment c'est possible ? Comment se mettre 17 coups de couteau, tenir debout ? Enfin, bon, c'est une furie qu'on ne peut pas imaginer. Et pourquoi je dis 17 ? Parce que nous, on a les vêtements de ce jeune homme qui sont dans le salon, et sur chaque plaie, la police scientifique met des tests millimétrés, les numérote, et on arrive jusqu'à 17. Il y a 17 endroits où il s'est perforé le corps. Tout seul. Et d'un coup, sans raison ? D'un coup, sans raison, devant ses parents.
Son père, voyant ça, essaye d'intervenir pour... Il devient fou, l'arrêter de... C'est quoi, c'est un coup de folie? C'est un coup de folie, oui. D'après le père, c'est un coup de folie pour en avoir parlé avec lui post-intervention. Et en fait, pourquoi on dit un coup de folie, une furie? Parce qu'il n'était pas dans son état normal, puisque même son père, en essayant de l'arrêter de se donner des coups de couteau, finalement, sans le vouloir, le fils va lacérer son père qui, lui, essayait de l'empêcher, en fait. Ah oui, il ne va pas faire planter. d'agression vis-à-vis de son père, mais dans sa furie de se mettre 17 coups de couteau, ça ne peut pas durer non plus des heures, eh bien, son père va se faire des plaies extrêmement graves au niveau des mains, et on sait que les mains... C'est particulier au niveau des plaies, pour essayer de l'arrêter. Il ne va pas y parvenir, en tout cas jusqu'à ce que son fils tombe de douleur et tout ce qu'on peut imaginer, des pertes de sang, etc. Et nous, on va traiter cette scène-là, qui est très technique. Une scène au couteau, c'est vraiment des gouttelettes, derrière des cadres, derrière, c'est très technique. Il a réussi à se suicider? Il a réussi à se suicider, il en est mort. Et nous, on intervient dans le nettoyage de ce lieu où ce jeune s'est suicidé. Et à l'issue de cette intervention, je propose toujours aux gens de rentrer dans les lieux pour voir ce que nous avons fait ou expliquer, répondre à des questions, parce qu'on est le dernier maillon de la chaîne. Après quoi, il ne voit plus personne. J'allais dire des services de secours, médicaux, funéraires, bon. Et là, il me dit oui, je veux bien rentrer. Il était surpris de la minutie avec laquelle on était intervenu et il m'a pris dans ses bras. Donc j'ai encore la sensation de ses deux mains bandées là, en me disant merci, vous n'êtes pas assez cher. C'est vraiment les deux termes qui m'ont interloqué et dont je me souviendrai toute ma vie. J'ai dit, monsieur, on est là pour ça. Je n'ai pas pu dire plus de choses que ça. Je suis remonté dans le camion et je suis parti. Oui, on est devant la détresse sociale, la détresse humaine, et c'est ça ce qu'on apporte. On n'apporte pas qu'un nettoyage. On apporte une approche au téléphone, on apporte tout ce dont j'ai pu manquer jusqu'au déménagement, jusqu'à la rénovation. Quand on doit enlever un sol en carrelage ou en parquet, dans nos services sont proposés le fait de remplacer le parquet, jusqu'à même faire des soins énergétiques dans les habitations, quand ça peut être habité par des âmes. Alors voilà, j'allais te dire, j'ai une dernière anecdote dont tu m'as parlé, et après, on va parler du paranormal. Juste, est-ce que toi, tu y crois au paranormal? Est-ce que tu crois aux âmes, justement, aux maisons peut-être hantées par des choses qui se sont passées difficiles? Alors, je suis plutôt cartésien et scientifique, de par ma formation et mes différents métiers. Par contre, je suis très ouvert. Et certains spécialistes diront que j'ai besoin de voir. Sauf que tout n'est pas perceptible à l'œil. Donc, je sais qu'il y a des choses qui se mesurent, il y a des choses qui... Voilà. Et il t'est arrivé une anecdote. Et l'ouverture d'esprit que j'ai me montre qu'il y a des choses qui existent. Alors, on va parler de cette dernière anecdote et après, on va y venir, si tu veux bien. Tu as eu un suicide au téléphone. Oui. Avec une tête de sanglier empaillée. Tu as vraiment vécu des choses très différentes oui. dans tes 2000 interventions. Qu'est-ce qui s'est passé là? Là, c'est particulier. C'est un monsieur qui nous appelle pour les services de son père à la suite de son suicide. Et ce monsieur est assureur. Et donc, il se présente en tant que... Voilà, j'ai une compagnie d'assurance, mais je suis surtout le fils de monsieur Antel. Et on m'a recommandé vos services. Je suis d'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? J'habite en Essonne, mon père habite en Essonne, son corps a été emmené par les services funéraires, je souhaite que vous veniez nettoyer le salon où il s'est donné la mort. Pas de souci, on est là dans la journée. Et on intervient et le fils me raconte, il se sent en fait, je ne sais pas s'il se sent obligé ou il souhaite se livrer en fait sur cette histoire qu'il vient de vivre avec son père, c'est-à-dire qu'il a reçu un appel de son père. Son père dit, tu sais que j'ai une maladie, elle est incurable, je ne peux pas me soigner, tu ne me changeras pas mes couches. Je ne peux pas imaginer devenir incontinent, je ne veux pas me faire aider par quiconque dans cette maison, donc je souhaite mettre fin à ma vie. Le fils qui prend ça au téléphone, il était en voiture, il ne sait pas si c'est quelque chose qui est une idée noire qui passe comme ça, si c'est vraiment quelque chose qui est très arrêté, il est choqué. Et ça le met vite dans la vraie vie, c'est qu'il entend la détonation, et en fait l'histoire dira que son père appelait son fils pour se donner la mort en direct, avec son fils au téléphone. Lui était sur le canapé, le fusil entre ses jambes et une tête effectivement de sanglier qu'on nous a demandé d'enlever, qui n'était pas directement concernée par le suicide. La deuxième particularité de cette affaire, c'est que quand je propose le devis, même si nous sommes recommandés, il dit mais c'est quand même cher votre prestation. Sous-entendu,
c'est cher pour ce que c'est. Sauf qu'il n'a pas encore vu de quoi nous sommes capables. Mais je peux comprendre que ça puisse faire cher. Une intervention peut être entre 1600 et 2300 euros. Et donc, mais il dit, vous m'avez été recommandé, je signe votre devis, vous pouvez intervenir. Nous intervenons. Eh bien, il prendra une chaise pendant les 8 heures d'intervention dans le salon. Il nous regardera pendant 8 heures. Non, je comme ne ça. crois pas. Pendant 8 heures, il nous regarde nettoyer le sang de son père. Il fait ce qu'il veut, nous n'avons rien à cacher. Sauf que si moi j'interviens, c'est pour lui éviter ces images-là. C'est pour lui éviter le canapé, l'assise ensanglantée qui a bu le sang de son père, qui a fait éponge. Les traces au plafond de projection, du crâne, de la cervelle. Et je me dis, c'est quand même dommage de nous faire intervenir. Pour se taper tout ça. Pour se taper tout ça. Et il t'a demandé la tête de sanglier, c'est ça? Il y a eu un... En fait, ouais, la tête de sanglier, c'était un trophée de chasse de son père, et qui était vraiment au mur dans le salon. Et il me dit, vous pouvez enlever cette tête-là, parce que j'ai plus envie de la voir. Elle n'était pas concernée par des taches de sang ou autre. Et elle n'était pas directement au-dessus de là où il s'est donné la mort. Et en fait, c'est un peu particulier, mais bon, on a pris la tête de sanglier. Et on est Après, chacun fait son deuil et chacun vit le... Exactement. C'est ça. On est parti avec. Et il t'a regardé et pour voir si tu bossais vraiment, quoi. Oui, c'est ça. Et voilà, c'est un peu particulier, mais voilà, il s'est fait du mal, je pense. Mais on respecte. Toi, tu es suivi par un psy aujourd'hui? Un psy, une neurocoach, une hypnothérapeute, une énergéticienne. Ah oui, tu as le package, je comprends. J'ai le package. Tu as l'abonnement. J'ai pas d'abonnement. Plus, premium, plus. Non, j'ai pas d'abonnement. Mais c'est pour rire. C'est en fonction de mes besoins. Et quand tu fais une intervention parfois un peu corsée, tu revois ces gens-là? C'est très rarement lié à une intervention. Mais c'est un peu le sentiment du moment. De vider un peu la cuve à merde, comme ils disent, dans le cerveau. Ouais, c'est ça. C'est une expression qu'utilisent certaines personnes qui ont vécu des trucs. Moi, je prends le sac à dos. Moi, je dis, c'est comme si tu avais un sac à dos, tu fais toutes les interventions, tu mets un caillou dedans. Et à un moment donné, il va déborder. Avant qu'il déborde, je me fais entourer. Ils utilisent cette expression dans le MDR, je crois. Okay. Ils disent qu'il faut vider le... En post-traumatique, ouais. Voilà. En fait, les militaires, quand ils en ont trop, à un moment donné, il faut qu'ils vident. Ma psy suit les militaires qui reviennent d'opérations extérieures. Elle est spécialisée dans le syndrome post-traumatique. Et donc, tu es suivi pour essayer d'aller bien. Est-ce que tu vas bien? Ouais, je vais très bien. Ouais. Ouais, je vais très bien. Et en fait, pourquoi je suis suivi, c'est pour effacer en fait les odeurs et les images et ranger les histoires. On peut pas faire un reset comme sur un ordinateur. On ne peut pas effacer. Je peux pas effacer mon histoire personnelle. Je peux pas effacer les histoires que j'ai vécues. Par contre, si je les range dans plein de tiroirs, et si je dois faire appel à ces histoires, ce que j'ai pu faire pour quelques-unes d'entre elles devant toi, eh ben, je vais chercher, puiser dans ces tiroirs que j'ouvre et que je vais refermer après notre interview. Tu disais que tu avais l'impression d'être suivi par quelque chose. Oui, je crois beaucoup en l'énergie des habitations. Il ne se passe pas la même énergie quand on intervient pour un père qui a tué ses 3 filles, que pour un père qui a tué son fils à coups de marteau, que pour quelqu'un qui s'est mortellement blessé sur son lieu de travail, ou l'histoire où un neveu hébergé par son oncle a fini par le tuer à coups de chaise dans 3 pièces différentes, parce que pour tuer quelqu'un à coups de chaise, il en faut des coups de chaise. Et en fait, cette histoire m'a marqué parce que c'est les corps, c'est le corps que j'ai eu sur des photos que le service judiciaire m'a envoyé. Le tribunal m'a réquisitionné sur cette intervention-là. Et en fait, au cours de cette intervention-là, je sentais j'avais pas envie, quoi. Ça m'arrive jamais. Ça m'est arrivé que 2 fois en 8 ans. Et là, ça, c'était la 2e fois, il y a quelques mois. Mais bon, je fais l'intervention, elle se passe dans la journée. Et au moment de retirer mes 3 paires de gants, sur ma main gauche, il y a 3 doigts que je découvre tachés avec comme un liquide marron qui a incrusté mes doigts. Et c'est pas... Non, là, je vous montre la photo pour ceux qui te regardent. Voilà. Il y a tes 3 doigts, dont celui du milieu qui est en tout marron. Et ça n'a rien à voir avec un liquide qui aurait pu rentrer dans le gant. Non, c'est tout de suite ce que je me dis. Les 3 gants. J'avais toujours les 3 paires de gants. Après, on peut se dire, ils étaient percés. Donc, les gants sont noirs pour les raisons dont tu nous parlais tout à l'heure pour qu'on ne voit pas le sang. Voilà, exactement. Donc, visuellement, je regarde, ils ne sont pas déchirés. Je vérifie quand même, je mets un liquide dedans. Donc, j'ai une bouteille d'eau dans le camion, là où est prise la photo. Je remplis mon gant d'eau. Le gant est hermétique, il est étanche. Et j'en ai 2 comme ça. Plus le 3e qui n'est pas étanche, mais qui a une résistance mécanique. Donc, tu es allé voir un médecin ? En fait, je prends peur, en fait. Tout de suite, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai que sur... Tu fais même la photo à 51 km/h.
et donc, derrière. et donc ouais, je prends peur, j'ai une trousse de secours, donc je mets. Si t'as une main là et que l'autre main tient le téléphone, qui tient le volant? Devinette. Ton genou. Et donc, du coup, je vois que ça part pas. Et j'ai une compresse avec de l'alcool, du désinfectant. Et la compresse, elle reste blanche. Donc, le liquide. Ah oui, il est dedans. Ouais, le liquide. Et je dis, mais qu'est-ce que j'ai chopé, en fait? Ah oui, est-ce que c'est une maladie un peu du Moyen-Âge ou un truc que tu as eu en nettoyant une scène, une bactérie bizarre? J'ai plein de choses qui me viennent tout de suite. Puis en même temps, avec le côté rationnel, en me disant, mais attends, tes gants sont intacts. Voilà. Et c'est vrai que ça fait des mois que je m'ouvre. Un petit peu plus que d'habitude à tout ce qui peut être énergie des environnements, des habitats ou autre. Cette scène était vraiment très très violente. J'appelle tout de suite Loïc. Loïc, il est en Bretagne. Et Loïc, il m'aide à distance, un énergéticien. Et il est spécialisé dans les lieux. Donc des gens qui vont mal dormir pendant des mois, des années, des gens qui vont se dire mais on a changé de projet personnel avec ma femme et mes enfants, on s'est jamais autant disputé que dans cette maison. Eh bien, il va trouver des éléments dont on ne lui parle pas, à distance, avec un pendule. J'appelle tout de suite Loïc. J'ai déjà été en relation avec Loïc pour des lieux, du nettoyage énergétique d'âme. À chaque fois qu'il y a un traumatisme, un crime, un suicide dans un lieu, le lieu garde en mémoire ce traumatisme. Et l'histoire dira que dans l'expérience de ce lieu, ça va être répété si ce n'est pas nettoyé. Il y a une maison dans les Yvelines, ça fait 6 propriétaires consécutifs, ça fait 6 pendus. Mais non. Elle est invendable. Et il n'y a aucune agence immobilière qui connaît localement, qui connaît cette histoire, qui veut la prendre en mandat, pour ne pas attirer, entre guillemets, la mort à son futur propriétaire. Donc on croit à ce qu'on veut, sauf que moi, je ne trouve pas d'éléments rationnels qui me disent pourquoi ça a été coloré. Et Loïc m'a dit, écoute, désolé de te le dire comme je le pense, mais ton doigt le plus teinté, c'est celui-ci. Et en fait, c'est l'âme du meurtrier qui dit, tu as vu comme je l'ai enculé. Ça veut dire que c'est l'âme du meurtrier qui finalement m'impacte, me marque, en disant tu vas nettoyer ce que j'ai fait de pire, de plus affreux sur mon oncle en le tuant. Loïc fait une action que je ne connais pas, à distance. Il m'a dit dans 3 jours tu n'as plus rien. Je prends au même endroit, 3 jours de suite, la photo, sans traitement particulier, sans rien du tout. Et c'est parti en 3 jours. Je montre les photos petit à petit. Sans aucune autre explication. 66 km/h, par contre, tu as accéléré un peu. Mais oui. Non, effectivement, il n'y a plus rien en 3 jours. Voilà. Donc, je ne peux pas dire je vois des fantômes, je vois des âmes, je n'en vois pas. Par contre, ce que je peux dire, c'est ça. Ce dont je peux témoigner. Je ne l'explique pas pour autant. Mais je suis entouré de gens qui ont une perception, une sensibilité qui me permettent de mettre des mots. Un jour, peut-être, ce seront des croyances. En tout cas, c'est du paranormal. Putain, c'est exceptionnel. Toi, t'es croyant Non, de par les expériences de vie que j'ai eues, j'étais, moi, dans une religion, comme on faisait du foot, et une religion dans notre village. Et très vite, à 16 ans, j'ai arrêté tout ce qui était religion. Parce que je me suis dit, s'il y avait quelqu'un qui faisait du bien dans la religion, c'est ma perception, hein, je les respecte toutes. Mais je ne vois pas comment tout ce qui a pu m'arriver ou dans ma famille serait arrivé. Par contre, je suis convaincu qu'il y a des énergies du corps. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai voulu suivre depuis des années. Et il se trouvera que là, à partir du mois d'octobre 2024, je suis sur 1 an une scolarité d'éthiomédecine. Éthiomédecine, pour la faculté en fait, des énergies du corps qu'on pourrait soigner. Et en fait, c'est quoi? Je ne veux pas en faire commerce. L'idée, c'est de pouvoir accompagner au mieux les familles, les proches des défunts qui en auraient besoin. Au-delà de leur proposer également au mois d'octobre, par l'intermédiaire d'un énergéticien, le nettoyage de l'âme de l'environnement de l'habitat. Pour terminer, tu disais tout à l'heure combien tu facturais. C'est quoi l'intervention la moins chère et la plus chère que tu as faite? L'intervention la moins chère, c'était 1 €. Et l'intervention la plus chère, je crois que c'est 21 000. Ah oui, c'est très différent. Oui, c'est très différent. L'intervention à 1 €, c'est une fille, le jour de ses 18 ans, dans le Val d'Oise, son père ne répond pas au téléphone. Elle a les clés de chez lui. Elle rentre chez lui. Il va se casser la figure de sa mezzanine et en fait, il va chuter mortellement sur le sol. Elle le découvre décédé. Les pompes funèbres avec qui on est très largement recommandé leur conseillent nos services. Elle m'appelle, on se rend sur place. Je fais le tour des lieux. D'ailleurs, anecdote, c'est que je prends le chat dans une caisse qu'elle m'aura donnée, puisque les services judiciaires n'auront pas trouvé le chat.
Et donc, ça faisait des jours que le chat n'avait plus à manger dans l'appartement, enfin, etc. Je lui redonne le chat et je lui dis, voilà, madame, ça coûtera 1100 €. Là, elle explose en pleine rue. Elle dit, je viens de perdre mon père. Ce soir, c'est mon anniversaire, j'ai 18 ans. Oh. Et en plus, vous me demandez 1100 €. Je dis, je comprends. Je lui explique pourquoi c'est 1100 €. Pourquoi pas 500, pourquoi pas 2000. Elle me dit, j'ai 300 € sur mon livret bleu, je m'entends avec personne dans ma famille, je travaille pas, je suis étudiante. J'étais là, avec mes collaborateurs, mon matériel. Bon, c'est l'humain qui a parlé. Je lui dis, vous savez, mademoiselle, rien n'est gratuit dans la vie. Donc, si vous le voulez, on effectue l'intervention qui vaut 1100 € et je vous facture l'intervention 1 €. Elle dit, je vous ai dit que j'avais 300 € sur mon livret bleu, pourquoi vous ne me demandez pas 300 ? Je dis, parce que c'est soit le prix de l'intervention, soit je vous aide et je vous demande 1 €. Et on a effectué l'intervention à 1 €. Et dans l'Eure-et-Loire, à 21 000 €, c'est une ancienne ferme dans laquelle des gens laissaient complètement aller leurs chevaux, leurs cochons, leurs poules, leurs chats et leurs chiens, qui sont tous morts autour de la maison ou dans la maison. Les services sociaux ne pouvaient pas intervenir parce qu'on ne peut pas intervenir chez quelqu'un, hein, c'est une propriété privée. Et il a fallu que cette personne décède dans la cuisine pour que tout puisse se mettre en marche. Et on a trouvé des pigeons dans la ferme. On s'est occupé des 3 véhicules qu'on a fait dépanner, qu'on a fait sous mandat d'huissier détruire. Voilà, on va jusque-là en termes de propositions de prestations. Donc, tu as ta société de nettoyage de scènes de crime ou scènes compliquées, on va dire, et tu as aussi une association à côté qui s'appelle Sang Froid, qui sert à quoi exactement ? Tu fais quoi avec ? L'association Sang Froid, tu auras compris le double sens. Sang Froid parce qu'il faut du sang-froid pour agir et parce que ça concerne le sang-froid qui est sur le sol et qu'il faut ramasser. En fait, cette association, épaulée avec une fédération et une association qui lutte contre les violences intrafamiliales, eh bien, on a pu faire inscrire un décret de loi dans le Code de procédure pénale. Il faut savoir qu'avant 2022, rien n'existait en France. Quand quelqu'un était tué dans une famille, c'était à la famille de payer les conséquences en fait, du crime. Donc un nettoyage qu'on proposait nous dans les premières années, c'est la famille qui nous payait en direct de notre prestation. Je trouve ça absolument indigne et inhumain, injuste. Et donc depuis l'inscription de ce décret, c'est l'État en fait qui paye la facture du nettoyage technique. Mais je veux aller plus loin. C'est en ce sens d'ailleurs où j'ai été reçu par Gérard Larcher, le président du Sénat, le 8 janvier 2024, où je lui ai expliqué les blocages administratifs. Je lui ai dit voilà. Vous avez des situations où les gens ont décidé de mettre fin à leur jour. Ils se sont suicidés. Derrière eux, je pense à un cas précisément, ils laissent la famille, donc deux filles, 2 enfants. Quand vous présentez un devis à 1 600, 2 000 €, il faut pouvoir réunir cette somme. Et en fait, ce que je trouve pas normal, c'est qu'on ne puisse pas prélever sur le compte du défunt comme le font les services funéraires. C'est-à-dire qu'il y a une seule société en France, il y a une loi qui est sortie par Bercy, la loi des finances, qui dit que la seule société privée qui est autorisée à prélever avec autorisation de la banque sur le compte du défunt, puisque quand on est défunt, tout s'arrête, tout est bloqué, c'est figé. Et donc ces services de pompes funèbres peuvent prélever les frais d'obsèques, de cercueil, de cérémonie et autres, d'enterrement, d'inhumation, sur le compte du défunt. Je dis, vous dupliquez cet article de loi et vous le mettez pour les nettoyages de scènes traumatiques, de suicides, pour pouvoir nettoyer, déménager un appartement. Ça me fait penser à cette situation où un ancien ingénieur... Excuse-moi juste, tu as proposé ça le 8 janvier. J'ai proposé ça le 8 janvier. Ça a servi à quelque chose ? Et pour l'instant, on m'a dit que le dossier était auprès de la commission des lois pour vérifier en fait que rien n'existe en ce sens et que je serai contacté pour faire partie de la table ronde pour faire avancer ces choses-là en France. C'est long, hein, quand même. Et oui, c'est long. Ça avance pas vite. Hein. Non. Les lois. Mais pour moi, c'est pas normal que quelqu'un ait décidé de mettre fin à ses jours de façon violente et que ça soit ses ayants droit, ses enfants, sa femme, son mari qui doivent financièrement et psychologiquement assumer les conséquences. Tu as eu un cas, c'est fou, tu as vraiment tout vécu. Hein, un monsieur qui pratiquait le sadomasochisme, le SM, et qui est mort à ce moment-là. Oui, je suis accueilli par son frère et sa sœur, âgés respectivement de 75 ans. Ils sont présents sur place parce que les gendarmes vont leur remettre les clés de la maison, dans les Yvelines. Et les gendarmes, en fait, les préservent en disant « il ne faut vraiment pas que vous rentriez. Il y a vraiment des choses particulières dans cette maison, au-delà du fait du décès de votre frère défunt. »
Les gendarmes viennent à moi et c'est vous qui allez intervenir. J'ai dit oui, tout à fait. Monsieur, madame nous ont mandaté. On va intervenir consécutif au décès de la personne qui habitait cette maison. Il dit écoutez, je ne sais pas ce que vous avez pu voir déjà dans votre activité, mais c'est quand même particulier. Il serait préférable que le frère et la sœur ne rentrent pas. J'ai dit oui, écoutez, pas de souci. Donc, on rentre dans les lieux. Je traverse le salon et je sens une espèce d'oppression. Alors, pas une angoisse, mais une oppression... comme si l'environnement était sale, alors qu'il n'y a rien qui me montrait que c'était sale. Un sentiment un peu de dégoût, voire des nausées. Et bon, je traverse le salon. Tu fais pas bon vivre, il fait pas bon vivre dans la maison, quoi. Ouais, Voire des nausées. Ouais, c'est... Ah ouais, est-ce que c'était l'âme de la maison? Est-ce que pour... Je Mais sais la pas y maison, répondre. elle était pas SM. Non, la maison T'arrives dans était une maison, classique. dans un pavillon classique. Un on va petit dire. pavillon classique. Ok. Voilà. Sauf que au séjour, tout de suite, ce qui me surprend, il y avait des poulies au plafond. Donc bizarre, mais bon, je continue. À l'endroit, en fait, dans sa chambre, là où il est décédé, c'est un lit médicalisé, parce que ce monsieur était âgé, plus de 75 ans et handicapé. Et en fait, ils ont retrouvé sa dépouille dans une combinaison en vinyle, donc vraiment une combinaison cuir à fermeture, noire, avec un masque de cochon sur la tête. Nous, quand on arrive, moi j'ai la combinaison, j'ai le masque de cochon, mais le cadavre est parti par les pompes funèbres. J'ai tous les insectes sur le lit et dans la combinaison, parce qu'il est resté très longtemps avant d'être découvert. Et j'ai des cartouches de protoxyde d'azote. On a vu dans les actualités là, que les jeunes inhalaient ça pour se donner un peu une ambiance un peu euphorique. Et ben, l'histoire nous dira qu'en fait, c'est brûler les voies respiratoires supérieures avec ces cartouches de protoxyde d'azote. Il était tout seul? Moi, j'y crois pas, mais j'ai pas l'histoire, mais en tout cas, ils ont classé ça comme une mort naturelle. Et voilà, je fais confiance au service d'enquête, mais on peut se poser la question. Bon, là, on nettoie ça comme une maison classique. Hein, voilà, c'était ses rites. Sauf que quand on se préoccupe de la chambre, il y avait des meubles de rangement. Et dans chaque meuble de rangement, il y avait des jouets sexuels, dont des jouets qui étaient bricolés, fabriqués, modifiés par ses soins. On voyait un petit établi, un petit fer à souder. Donc, il mettait au bout des perceuses des jouets sexuels. On se dit, bon, ok, on est dans quelque chose de particulier. Mais bon, on continue notre travail et après, je me préoccupe de la salle de bain. La salle de bain, on y voit effectivement des accessoires accordés à la douche particuliers pour les lavements, pour des choses comme ça. Et quand je fais le bas des murs, je sens une résonance, en fait, quand je nettoie le mur, que je n'ai pas sur les autres parties du mur. Et là, en fait, c'était une plaque de bois peinte de la même couleur du mur que je décale. Et en fait, j'imagine un volume, mais que je vois pas parce qu'il faisait tout noir. Je vais prendre une lampe qu'on a dans notre équipement. J'allume la lampe et là je vois un monte-charge qui permet d'accéder en fait, mais bricolé, hein, un monte-charge qui permet de descendre Caché? dans cette pièce. Un ascenseur caché? Comme un petit ascenseur, mais un monte-charge, quoi, vraiment quelque chose de pas très pratique. Et là je vois au milieu de cette pièce un lit médicalisé, mais comme quand on voit dans les... Donc tu le prends, le truc? Non, je le prends pas. Non. Je cherche à le faire fonctionner, mais il fonctionne pas. Et en fait, depuis là où je suis, je vois complètement la pièce. Elle est carrelée blanc. Il y a un lit médicalisé avec des attaches aux poignets et aux jambes, avec un trépied de caméscope et un caméscope... C'est quoi, c'est un tueur en série ou c'était du SM? Ouais. Au début, franchement, j'ai ce sentiment. Et je me suis dit, ah, ok, j'ai eu ce sentiment quand je suis rentré, après des heures de travail où j'ai découvert cette pièce, j'ai dit, waouh, on a tout stoppé. Putain, c'est comme dans les films. Hein, quand même. Je savais même pas que ça existait, c'est fou, quoi. J'ai rappelé les techniciens d'investigation criminelle qui nous... Ah, tu leur as dit à ça, quand même? Ouais, bah, nous, on a tout arrêté. Moi, j'avais vraiment ce sentiment en me disant, il s'est passé des trucs pas net. Ouais. Pas net. Et ils ont trouvé du sang dans cette pièce? Ils sont revenus, j'ai donné les clés. Ils ont fait une journée d'investigation. Et après, ils m'ont dit, tu peux repasser prendre les clés. C'est bon, il y a relatif à l'enquête, il n'y a rien de particulier. Ok. Bon. Bah, ça fait un peu pièce où t'enfermes les... Ça fait comme dans les films d'horreur, quoi. Ah ouais, parce qu'en plus, il n'y a qu'un seul accès. C'est glauque. C'est très difficile d'accès. Pas de on voit fenêtre. 75 ans, handicapé, pas de fenêtre. L'histoire dira qu'il l'a creusé avec un seau pendant des années. Et la pièce, elle est vraiment pièce finie. Je veux dire, il y a du béton au sol, elle est carrelée. Enfin, je veux dire, elle est peinte en blanc. C'est fait son kiff, quoi. Ouais. En sous-sol? Quasi en sous-sol, enterré, sous la maison. Et les voisins diront au service d'enquête plus tard, oui, c'est vrai que c'est étonnant, on se demandait d'où la terre venait dans son jardin. Il y a une montagne de terre dans son jardin. C'est une petite maison, hein, donc un petit jardin, et avec une montagne de terre. Mais en fait, l'histoire dira que c'était ça.
Et on va découvrir au grenier une penderie d'habits de bébé, d'infirmière, une chaise bébé à taille adulte et des protocoles de sadomasochistes avec du matériel médical, des électrostimulations, enfin tout un tas. Oui, il était équipé, quoi. Il était équipé, ouais. Il était équipé. Après, il fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que ça fait peur. Une pièce carrelée, tu te dis... Et ce qui s'est passé, voilà, des choses particulières dedans. Mais en tout cas, nous, on a évité aux frères et à la sœur de pouvoir se charger de ce déménagement. Ah oui, t'as sorti les trucs SM? Ouais, tout sorti, tout le grenier. Et, discrètement, pour pas qu'ils voient? Nous, tout ce qu'on sort, c'est sous un film opaque. Et j'ai même prévenu la déchetterie, parce que nous, on a une déchetterie professionnelle, on a des ressourceries aussi. Des ressourceries, c'est là où on peut réemployer des vêtements, des chaussures, etc. Là, j'ai prévenu la déchetterie professionnelle, c'est juste de la manipulation avec des engins, de se dire, voilà, je vous amène... On peut parler de centaines de kilos de jouets sexuels et de vêtements particuliers. Voilà, c'est un grossiste, le gars. et comment tu fais quand ils vont revendre la maison, la famille? Ils vont bien voir qu'il y a une pièce anormale. Alors moi, il y a 13 mètres carrés que vous ne savez pas. C'est pas loi Carrez, mais bon. Je sais pas. Franchement, je sais pas, parce que là, c'est là où on s'arrête. On peut plus proposer d'autres prestations. Et tu dis à la famille que tu as trouvé une pièce? Non, j'ai rien dit de particulier. J'ai laissé la trappe ouverte, quand même qu'ils le découvrent. Et après, évidemment, je suis disponible s'ils ont des questions ou autres. Mais sur l'Île-de-France, on a un mandataire immobilier où on met en relation pour que notre mandataire immobilier, qui sait exactement ce que l'on fait, soit tout de suite cash avec les futurs acheteurs. Ah oui. Ici, c'est passé en suicide. Ici, c'est passé un crime dans le salon. Les gens le savent. Et ça évite une jurisprudence ou un procès par la suite. Ah oui, je veux revendre, je savais pas. Et ça fait dire la vérité. Et quand on dit qu'il y a une société qui est spécialisée, qui est intervenue, ça rassure finalement les gens. Après, on aime, on n'aime pas, on n'achète pas. Mais... Alors, avant-dernière anecdote rapide. T'as un ami pompier à Beauvais qui t'appelle. Donc ça, c'est une autre histoire un peu insolite, mais il te demande, en fait, il a une échelle aérienne, comme ça qu'on appelle les échelles qui montent chez les pompiers. Ils n'arrivent pas à évacuer quelqu'un, c'est ça? Voilà, c'est ça. Franck, j'ai été pompier avec lui dans une caserne et j'avais toujours ses coordonnées, donc je vois bien qu'il m'appelle. J'ai oui, Franck. Il me dit, Baptiste, est-ce que tu pourrais me donner des conseils? Oui, pas de souci, sur quoi? Il dit, en fait, je suis avec l'échelle aérienne pompier, je suis le garde, et je suis avec des pompes funèbres qui n'arrivent pas à sortir un corps d'un salon. Je dis, explique-moi, je comprends pas. Pourquoi moi? Je suis pas croque-mort, je suis pas service funéraire. Il dit, entre ton expérience pompier, police scientifique et le métier que tu fais aujourd'hui, tu peux peut-être nous aider. Je dis, décris-moi la situation. Il me dit, on est au 3e étage, on est dans un salon. Dans le salon, il y a quelqu'un d'obèse qui est décédé. Il faut savoir que quand on décède et qu'on est trouvé tardivement, encore on gonfle davantage. Donc on peut se trouver vraiment avec des ventres qui sont... Avec du gaz dedans, quoi. Avec du gaz, très important. Et en fait, on ne tient pas debout. Je dis, pardon? Il me dit, en fait, les graisses du corps se sont vraiment échappées du corps et sont sur tout le sol du salon. Et on est obligé de se tenir à deux pour pouvoir marcher, pour pas glisser. Tellement ça glisse. Putain. Une patinoire glisse moins que des graisses sur le sol. Et j'ai dit, ok, d'accord. Il me dit, ce monsieur, on ne peut pas passer par la porte d'entrée, donc on ne peut que le passer par le balcon, d'où l'échelle aérienne. Parce qu'il sortait pas, il pouvait pas sortir avec sa morphologie, il ne pouvait pas sortir par une porte de chez lui. Donc, mais ça arrive quelquefois, et c'est pour ça que les services funéraires ont demandé le concours des pompiers, qu'ils ont accepté. Donc, ils ont dit, on va le sortir par la porte-fenêtre de chez lui. Ils y parviennent, et quelques jours après, le bailleur me demande d'intervenir chez ce monsieur. Eh bien, de l'endroit où on s'est stationné avec notre camion, on sentait déjà devant le bâtiment l'odeur de mort, puisque à l'endroit, comme le monsieur était très très lourd, à l'endroit où ils l'ont glissé, pourrait-on dire, sur le sol du salon, puis ensuite porté sur le balcon, comme la personne était vraiment en décomposition très avancée, il a perdu toutes ses graisses sur le balcon. Les graisses étaient vraiment répandues sur le sol du balcon et tombaient à l'extérieur depuis le bâtiment. Mais non. Attends, mais ça, tout le monde voyait ça? Alors, il faut vraiment faut être là pour le voir. Mais après, les gens ceux qui n'étaient pas là pour le voir, ont pu se demander, mais qu'est-ce qui sent mauvais dehors, etc. Et en fait, donc nous, on a pu nettoyer le sol et le balcon. Et je vais toujours voir l'habitant du dessous quand c'est comme ça. Et effectivement, la graisse avait coulé sur le balcon du locataire du dessous, qu'on a également nettoyé. Et pour finir cette histoire, c'était quelqu'un qui était marchand ambulant sur des marchés. Et j'ai trouvé une enveloppe qui n'avait pas d'inscription particulière avec 2600 € en espèces dedans, que j'ai remis au commissariat de quartier. Le commissariat me dit, on s'en occupe. Non. J'ai demandé l'intervention d'un huissier. Un huissier s'est déplacé. Et j'ai aujourd'hui un procès verbal qui dit que j'ai rendu 2600 € en espèces. Voilà. On peut vraiment trouver de tout. Et c'est là aussi je peux alerter.
c'est faites attention de quelle société vous faites intervenir chez vous, parce que nous, on trouve des bijoux, des choses de valeur, des armes, enfin tout. Ah oui, tu crois qu'il y a des sociétés qui profitent de ça? Sociétés de nettoyage qui doivent se servir un peu, ouais. On peut y penser. Tu m'as dit de te rappeler avant de terminer l'émission le mot attentat. Tu as dit ça à un des auteurs qui a écrit avec toi. Tu as une anecdote sur un des terroristes de 2015. Oui, je l'ai connu. J'ai connu cette anecdote dans mon ancien parcours en tant que policier scientifique. Faut savoir qu'il y a un des terroristes que le pays d'où il vient ne veut pas récupérer. Et la France ne sait pas quoi en faire en fait. C'est-à-dire que depuis les attentats de 2015, il est sur une étagère dans une morgue et il se pourrit de plus en plus et il embaume en fait cette morgue parce que personne légalement ne peut en faire quelque chose ou ne veut en faire quelque chose. Et pourquoi il ne l'enterre pas? Enfin, pour pas qu'il y ait près de sépultures où tout le monde va... C'est la question qu'on peut se poser, effectivement. Pourquoi finalement la France ne se résigne pas à se dire on fait une tombe mais on pourrait, je ne sais pas, sans doute peut-être des associations pourraient monter au créneau en disant mais pourquoi vous enterrez un terroriste en France alors qu'il a tué tant de Français? Peut-être la tombe serait saccagée, peut-être qu'on peut se positionner de cette façon-là. Pourquoi le pays d'accueil dit il y a un moment donné, il faut bien qu'on le récupère parce que voilà, et comme ni l'un ni l'autre souhaite faire avancer le schmilblick, voilà exactement, c'est un blocage administratif comme on en connaît des dizaines d'autres. Il est sur un rayonnage, il est putréfié. Il est dans une morgue depuis 10 ans. Dans une morgue depuis, ouais, c'est ça. Exactement. Ça embaume toute la morgue et tous ceux qui y travaillent. Attends, tu nous bats tous au concours d'anecdotes dans un dîner, toi. Il n'y a pas de concours. On n'a jamais tout vu. On n'a jamais tout vu, c'est jamais. Ce que tu disais. En fait, tu vas encore en voir d'autres que tu n'imagines même pas, quoi. Bien sûr. Tu n'as pas prévu de changer de métier, tu veux juste former d'autres personnes à le faire. Je ne veux pas changer de métier, mais je souhaite former des gens qui finalement prennent ma mission, en fait, savoir pourquoi on le fait. Donc c'est pas pour moi, c'est pour les familles. Et pour les former avec le plus professionnellement parlant, partout en France, que chaque Française et chaque Français ait la même réponse technique. Et puis, moi je fais ça déjà depuis un certain temps, et même si on est accompagné, psychologiquement et physiquement, c'est quand même très, très difficile. Et donc, à un moment donné, faudra raccrocher. Pour l'instant, c'est pas l'heure, mais je souhaite avoir une succession de franchises qui permettent de distribuer cette prestation partout en France. Merci beaucoup, Baptiste Girardet, d'être venu jusqu'à nous. Je mets le lien de son association. Tu dois avoir un site, j'imagine, pour Internet, Sang Froid, et pour ton association et pour ta société, de nettoyage. Je vous mets ça aussi qui s'appelle SFIAS. Service français d'intervention après sinistre. Voilà, je vous mets tous les liens en cliquable sous la vidéo si vous avez besoin de ces services. Merci mille fois de nous avoir raconté toutes ces anecdotes. Merci de m'avoir reçu. C'était vraiment chouette. On a entendu des trucs qu'on n'aurait pas pensé encore entendre. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Merci d'être là. En tout cas, à vous tous, de plus en plus nombreux. Tous les mercredis, tous les vendredis, tous les dimanches, on vous met trois émissions, 3 entretiens par semaine. Essaye de présenter plein de Français qui ont des vies, ou des Belges, comme Philippe Boxeau, ou des Suisses, ou tous ceux qui parlent français qui veulent venir dans l'émission, raconter quelque chose d'exceptionnel. Vous pouvez m'envoyer un email avec vos coordonnées. Comme Baptiste, vous envoyez un email sur contact@legendegroup.fr. Voilà, ça s'affiche ici. Vous m'envoyez 2-3 anecdotes avec votre numéro de téléphone et vous êtes tous les bienvenus sur le siège comme Baptiste dans l'émission. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé tout ça et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. On vous met une interview tous les mercredis, vendredis et dimanches sur Légende. Là, c'était Baptiste Girardet, nettoyeur de scènes de crime. Merci à vous tous d'être là de plus en plus nombreux, de faire de Légende le premier podcast de France aussi, sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Et merci à MyHeritage d'avoir sponsorisé cette vidéo, site de généalogie qui vous permet de faire non seulement votre arbre généalogique, mais aussi de retrouver des documents qui appartenaient à vos ancêtres pour savoir où ils habitaient, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie, quand est-ce qu'ils sont nés, quand est-ce qu'ils sont morts. C'est vraiment génial. Je vous mets un lien en cliquable sous la vidéo YouTube et dans la description des podcasts audio pour vous inscrire. Et vous avez en plus 14 jours d'essai gratuit. Donc voilà, ça vous permettra d'essayer. Merci mille fois et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Légende. Ciao tout le monde.